à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle session des tutos Amaté. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Flora Badin, qui est ingénieure d'études au laboratoire ligérien de linguistique à Orléans et qui est spécialiste du traitement automatique des langues. Et Flora est également membre du consortium Corly dédié au corpus et aux langues. Et aujourd'hui, nous allons parler de TXM et de structuration et d'analyse de corpus. Donc Flora, au nom des tutos, on te remercie et on t'écoute pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction et merci pour cet accueil et cette invitation au tuto Amaté. Donc, effectivement, j'ai plus rien d'autre chose à dire sur moi-même. Donc, je vais effectivement parler de la structuration et des analyses de corpus que je fais ou que l'on fait dans mon laboratoire avec TXM. Donc, l'idée est partie un peu du fait que le numérique est vraiment partout maintenant dans le domaine des SHS. Les données sont de plus en plus volumineuses et je me suis demandé comment les enrichir, comment les analyser. Et TXM est vraiment devenu un outil que j'utilise vraiment régulièrement pour la recherche en linguistique, du coup. Je me suis vraiment amusée à vraiment jouer sur la structuration de mes données pour pouvoir utiliser le logiciel comme j'en ai envie et puis vraiment avec toutes les fonctionnalités qui permet. Ok, donc je vais faire une brève introduction et ensuite je vais vraiment rentrer dans le logiciel avec de l'installation à l'import et puis ensuite voir les analyses et puis même jusqu'à un peu la diffusion, mais vraiment rapidement. Donc, le contexte scientifique, donc moi, je suis donc ingénieure d'études dans le laboratoire ligérien de linguistique et donc on est plutôt spécialisé dans la collecte de langue orale. Donc, je vais plutôt partir sur des corpus oraux, mais tout est, on va dire, exploitable après avec des corpus écrits. Je suis aussi liée avec l'Université d'Orléans dans lequel on a un parcours de linguistique outillé. Donc, on utilise aussi beaucoup TXM avec les étudiants. Et avec le CNRS, on a aussi de nombreux projets de recherche sur les corpus oraux, mais aussi sur les corpus écrits. Et je vais essentiellement prendre mes exemples avec un projet qui s'appelle Ravioli sur les injonctifs. Donc, on va essayer de repérer des injonctifs dans un corpus. Et je vais utiliser aussi le corpus ESLO pour les exemples que je vais montrer par la suite. Je voulais commencer un peu par des langages à connaître, où je dirais, je sais pas, j'ai pas trop tout vu les personnes qui étaient là, donc il y en a où ça fait un peu, d'accord, le XML on connaît, etc. Mais pour certains, peut-être que c'est que voilà, si vous avez un langage à connaître, le XML c'est quand même vraiment bien de connaître un peu comment il se forme. Donc c'est vraiment le langage où il y a des chevrons un peu partout et du texte à certains endroits. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment mettre énormément d'informations, mais comme c'est que du texte, c'est très léger et on peut faire vraiment plein de choses. Et en plus, c'est un format interopérable avec tous les systèmes d'information. Donc c'est vraiment un langage vraiment utile. Si on a un langage à connaître, c'est plutôt celui-là. Ensuite, je vous fais juste un petit aparté sur Python. Pareil, c'est si vous avez envie de connaître un langage de programmation. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et en plus, en ce moment, c'est plutôt on va dire, un langage de programmation qui est très utilisé dans les SHS. Voilà, après, l'informatique, ça bouge beaucoup, donc c'est possible que dans 5 ou 10 ans, ça change, il n'est plus le vent en poupe, mais en ce moment, il est plutôt bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de bibliothèques, dont des bibliothèques qui gèrent des tableurs, des bibliothèques qui gèrent des graphiques, et notamment des bibliothèques qui gèrent les XML. Qui a deux formats aussi à connaître un peu c'est en lien bien sûr avec le logiciel TXM, c'est les formats tableurs, donc on a avec CSV et les TSV. Les deux, ce sont des formats tableurs, sauf que leur caractère de séparation va changer, le caractère de séparation des colonnes, pardon. Donc le premier plutôt des virgules et le second plutôt des tabulations. Et vraiment penser que ces tableurs sont vraiment du texte. Donc, si vous avez envie de mettre de la couleur, vous allez mettre du gras, etc., l'enregistrement, ça ne va pas être pris en compte. Donc, attention, c'est vraiment des fichiers texte, quoi, en gros, derrière.
Je vous conseille aussi de les ouvrir avec LibreOffice Calc parce que vous allez vraiment pouvoir mieux gérer l'encodage de vos fichiers et aussi gérer le caractère de séparation. Notamment aussi si à un moment donné, vous voulez vraiment une séparation tabulation et que vous n'avez que des virgules, ben, pareil, vous pouvez l'enregistrer. Vous verrez, vous avez aussi une petite note qui vous dit ben, quel caractère de séparation vous voulez de vos colonnes. Et ça vous permet vraiment de bien gérer la différence, en tout cas, entre les deux. Je voulais faire aussi un petit point sur les logiciels. Donc, nous, quand on travaille sur les corpus oraux, on a de base, de toute façon, le plus souvent, un fichier XML quand on commence à travailler, parce que on va utiliser, par exemple, le logiciel Transcriber pour transcrire, ou bien le logiciel Elan pour annoter, par exemple. Et on va tout de suite être sur un format XML avec des timecodes, des alignements son-parole. Et du coup, on va déjà avoir ce format-là à manipuler, on va dire. Pour les corpus écrits, je pense que c'est un tout petit peu différent. On peut aussi avoir du XML et c'est très intéressant si on a déjà ce format-là, mais je pense que certaines fois, on a plutôt que du texte parce que c'est aussi le texte qui est souvent utilisé dans d'autres logiciels comme Lexico 3, Nalec ou Glose. On va partir vraiment sur du texte. Donc, on va éviter au final de structurer trop notre donnée parce que ça ne va pas être le format d'entrée au final de nos logiciels. Si vraiment vous n'avez pas de corpus, si vous n'avez pas de corpus, vous n'avez pas d'outils, n'hésitez pas à aller visiter les sites de Corly et de Ortholang. Donc, le premier, un consortium, et le deuxième, un Equipex, où il y a vraiment tout un inventaire sur des outils, sur les corpus, etc. Et vous pouvez vraiment trouver des choses déjà disponibles, en tout cas. Donc, voilà, je vous conseille d'aller un peu voir. C'est vraiment deux sites très intéressants pour commencer, en tout cas, à manipuler des données, parce que les données sont là et les outils aussi. Moi, je voulais commencer un peu dans l'idée de repartir depuis le début. Quand j'ai commencé à utiliser TXM, c'était, je pense qu'il y a au moins plus de 5 ans. Et donc, moi, j'ai beaucoup évolué et TXM aussi. Et nous, on partait à la base de nos corpus qu'on faisait sous format transcriber. Et il y avait justement l'import, et il y a toujours d'ailleurs, l'import des transcriptions dans TXM. Donc, on importait comme ça. L'écoute du son n'était pas alors disponible et on l'écoutait en dehors du logiciel. Les métadonnées, on avait du mal à les métadonnées liées au locuteur. Donc, il faut bien se rendre compte qu'on a quelque chose d'un corpus oral. Donc, on va avoir des tours de parole, etc. et des informations sur les locuteurs qu'on aimerait bien récupérer et interroger. Et ça, on ne pouvait pas le faire. En tout cas, on n'avait pas eu encore cette idée de comment le faire avec TXM. Donc, on le mettait seulement relié à l'enregistrement. Donc, comme un enregistrement à plusieurs locuteurs, ce n'était pas forcément idéal. Et ensuite, on utilisait aussi beaucoup TXM pour des annotations. Donc, on utilisait des macros qu'on verra un peu par la suite. C'était via un tableur et c'était très, très intelligent et très intéressant de passer par ce format-là pour annoter notre corpus. Mais on avait un petit problème parce que, donc avant l'annotation, je ne sais pas si vous voyez, on avait un truc assez joli dans TXM où ça nous mettait vraiment notre locuteur, nos timecodes et puis ce que la personne disait. Alors qu'après l'annotation, on réimportait dans un nouveau format, un nouvel XML qui nous cassait un peu toute cette représentation qu'on avait à l'écran du logiciel TXM. Et à partir de là, on s'est dit, mince, il y a peut-être quelque chose à faire et on peut peut-être essayer, nous, de travailler sur ce XML pour pouvoir faire un peu ce qu'on a envie, quoi. Donc, on est un peu parti de cette idée-là et de se dire, ben voilà, on va structurer notre corpus comme on a envie pour pouvoir avoir un XML qui soit importable et comme on l'aime dans ce logiciel. L'idée aussi, c'est vraiment TXM, c'est on va faire, en tout cas, moi je le vois comme ça, hein, peut-être que d'autres personnes le voient autrement, mais pour moi, c'est rechercher sur du texte, quoi. Je vais aller rechercher des requêtes sur mon corpus textuel. Donc, on va avoir plutôt une transcription qui est basée sur l'orthographe et on va annoter aucunement, on va pas avoir d'annotation, je veux dire, à l'intérieur de notre texte, on va avoir l'annotation à l'écart dans notre XML. C'est là où on va afficher les annotations. On va ajouter les annotations. Pour moi, TXM aussi, c'est quelque chose où
on va partir du principe qu'on a quand même quelque chose à rechercher quand on va utiliser l'outil, notamment par exemple des marqueurs discursifs ou faire des comparaisons entre futur périphrastique par exemple. Je vous ai mis des petits liens, c'est téléchargeable, donc vous pourrez aller voir, on pourrait aller voir ce qu'on a fait à ce sujet. Et l'idée aussi, c'était d'arrêter avec les exemples fabriqués, vu qu'on est aussi sur de la parole. L'idée, c'est vraiment de réussir à avoir de la parole authentique rapidement et d'avoir des exemples rapidement pour tout projet ou pour l'apprentissage des langues, par exemple, d'avoir de la parole authentique et de pouvoir travailler sur des exemples rapidement. Et je vous ai mis une petite capture d'écran aussi de Elan parce que pour nous, TXM, ça a été un moment où on s'est dit mais ça se trouve, ça va révolutionner l'annotation et l'enrichissement de nos corpus oraux parce que on est parti du logiciel Elan, on a fait pas mal de segmentation, etc. Donc, on était plutôt contents. Mais au fur et à mesure, toutes les lignes d'annotation s'accumulaient sur les annotations qu'on avait envie de faire. On s'est dit, oula, on commence à saturer au niveau de ce logiciel. Et on va voir ce qu'on peut faire à partir de là pour rentrer vraiment dans le logiciel TXM et vraiment enrichir nos corpus avec celui-ci. C'est un petit peu de temps. Voilà, donc on va partir dans TXM. Alors, je fais vraiment du plus basique jusqu'au un peu plus compliqué. Donc voilà, normalement, ma parole peut aller un peu à tout le monde. Donc, TXM, plateforme de statistiques textuelles. Moi, j'utilise un peu différemment, mais voilà, vous allez voir, peut-être que ça peut en aider certains. Donc, ce que j'aime beaucoup sur TXM, c'est qu'il est pour tous les systèmes d'exploitation. Donc, on soit sur Windows, Mac ou Linux, ça fonctionne très bien. Et en plus, il y a même aussi des portails web, donc pour l'utiliser sans l'installer. Il est gratuit, licence open source, et vraiment, il y a une équipe derrière de développeurs qui est toujours là à notre écoute et à l'écoute de tous nos besoins. Et donc, moi, je trouve que c'est un logiciel pour qu'il vive, il faut qu'il y ait ça et ça fonctionne vraiment très bien. Donc, il y a une liste de diffusion. N'hésitez pas à vous y inscrire. Il y a déjà 420 abonnés. Donc, c'est pour ça que ça avance. Et si vous n'avez pas envie de vous inscrire, vous pouvez juste envoyer aussi vos réflexions sur la liste de discussion. Je vous ai fait un lien aussi vers le manuel d'utilisation et un lien vers le wiki où il y aura de temps en temps aussi des liens. Vous verrez, je vous mettrai aussi des liens vers les pages du wiki qui sont plutôt des petites pages de tutoriel pour TXM. Là, je vous ai fait une petite capture d'écran parce que je ne sais pas trop qui j'ai en face de moi, si vous ne connaissez pas du tout le logiciel ou un petit peu. Donc, je vous ai fait vraiment une capture d'écran de comment moi j'aime afficher en tout cas TXM quand je l'utilise. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais tout en haut, il y a plutôt du violet. Donc, comme c'est un peu foncé, du coup, on ne voit pas trop. Mais c'est tous les onglets, fichiers, édition, etc. On le verra plus tard ici. Ce que j'ai mis en jaune, c'est plutôt la partie corpus. Donc, là où vous avez tous vos corpus, où vous avez aussi ici un encart fichier pour trouver. Vous allez voir, je vais parler beaucoup de fois de chemin $home. Vous pouvez le retrouver à ce niveau-là. Et vous avez aussi tous les menus pour faire toutes les fonctionnalités de TXM. Okay. Ici, vous avez ce que j'appelle l'édition, donc ce que vous voyez, comment votre corpus va être lu par TXM, entre guillemets. Une partie requête que j'ai mis en gris. La partie en bleu qui va être la partie annotation. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs endroits où se forment les annotations. Ici, donc là, ici, c'est un concordancier, au milieu. Ici, vous avez toutes les parties un peu structuration, on va dire. Et enfin, en rouge, celle que j'aime bien, c'est la console, où vous savez tout ce qui a bien fonctionné ou pas fonctionné avec le logiciel. Et c'est assez intéressant de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et même, c'est pratique pour faire des copier-coller aussi de certaines choses. Et ici, pas oublier qu'il y a une petite barre aussi comme ça, vous voyez si si le logiciel est en train de faire des choses ou si vous pouvez continuer à travailler parce que c'est bon, il n'y a plus rien qui se passe. Donc, attendez bien quand même si jamais c'est pas fini. La dernière version de TXM date du 29 juin 2020 et pour moi, c'est un logiciel qui est, même si je galère des fois dans les salles de cours, mais c'est vraiment une installation assez de rêve quoi, pour moi. Si vous changez d'ordinateur, c'est aussi super facile. Vous avez juste en fait à copier vos anciens corpus
que vous avez justement dans le chemin que je vous donne là, et qui est accessible à partir du fichier, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'interface. Vous copiez ce dossier-là, et puis quand vous allez installer le logiciel TXM sur votre nouvelle machine, ça va être aussi la même chose quand vous allez changer de version. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous montrer cette petite pop-up ici, qui va vous proposer de récupérer éventuellement vos anciens corpus, si c'est une nouvelle version que vous installez. Et ça va aussi vous proposer de sélectionner un autre répertoire de corpus à récupérer. Donc là, c'est là où vous sélectionnez ceux de votre, par exemple, de votre ancien ordinateur, par exemple. Et voilà, je trouve ça vraiment super. Vous l'installez en 5 minutes et c'est fait. Et moi, je ne serre pas les fesses quand je l'installe. Donc moi, je trouve ça déjà plutôt pas mal. À l'installation de TXM, j'aime bien aussi, souvent j'oublie, c'est pour ça que je vous le dis, il y a des extensions qui sont maintenant disponibles et qui sont vraiment bien. Dans Fichier, ajouter une extension, moi j'utilise beaucoup, et j'imagine que nombreuses personnes aussi, TreeTagger pour l'étiquetage morphosyntaxique automatique, du coup en partie du discours et en lemme. Donc il y a cette extension qui est maintenant disponible dans le logiciel. Bon, ça fait peut-être depuis un moment au final maintenant, mais voilà. Et vous avez aussi les modèles de langue qui sont associés en français et en anglais. Ils proposent l'outil TXM. Si jamais vous voulez d'autres modèles de langue, je vous ai mis un petit lien et puis le chemin vers lesquels ajouter vos modèles de langue. Si vous ne travaillez pas ni en français ni en anglais, vous verrez, il y a quand même une grande liste. TreeTagger fait quand même pas mal de choses. Donc voilà. Puis même s'il commence à être vieux, moi je trouve qu'il fait un très bon étiquetage morphosyntaxique. Et ce que j'aime bien installer aussi, c'est Media Player qui permet justement d'écouter de la donnée sonore. Donc, quand on travaille sur Corpus Oro, c'est vraiment le Graal qu'ils nous ont installé. Donc, Media Player, et en plus, il y a un lecteur intégré. Donc, on a vraiment juste besoin d'installer cette extension pour pouvoir nous écouter notre donnée sonore par rapport à nos fichiers de transcription. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de la structuration. Moi, j'aime bien structurer mon corpus avant de l'importer dans TXM et j'aime bien jouer avec ça. Et je vais essayer de mettre un peu de couleur, je ne sais pas, ou justement faire le lien avec le son, récupérer mes métadonnées que j'ai de mon corpus. Je vais essayer aussi, j'ai déjà d'autres annotations. Par exemple, si on est parti du logiciel Elan, j'ai déjà fait des annotations dans Elan, donc j'aimerais pouvoir les récupérer. Et les importer tout ça dans TXM. Donc, essayez de penser à tout ce que vous avez envie, un peu de structurer dans votre corpus. Et tout ce que vous avez envie de structurer, vous le pensez. Et puis, après, ça se fait pas toujours facilement, mais ça se fait. Donc, ici, je vais vous parler, je vais vous montrer du coup là, les quelques étapes que je vous ai montrées ici. Je vais vous montrer comment moi je fais, comment je procède en tout cas pour ça. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Donc, je vais vous parler un peu de la structure du XML. Comment il faut structurer votre XML pour pouvoir avoir ce qu'on a envie en rendu dans le logiciel. Donc là, la structure du XML, là, j'avais eu envie, par exemple, de mettre toutes mes interventions injonctives que j'avais déjà segmentées par ailleurs avec Elan. Je voulais les mettre en couleur dans mon TXM. Alors, pour ça, on utilise aussi des balises HTML, donc XML, HTML, faut faire attention entre les deux. Donc, j'utilise la balise HI pour mettre, c'est une idée comme ça, peu importe, on peut mettre autre chose, mais HI, ça vous permet de faire du gras. Donc voilà, une balise qui s'appelle HI avec un attribut qui s'appelle rand et à l'intérieur un code, enfin quelque chose que vous inventez, moi que j'ai appelé rose, enfin rose int par exemple. Je vais ajouter à tout ça une feuille de style donc .css. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller vous renseigner parce que je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais dans ma feuille de style CSS, je vais lui dire mon rose int ici. Ça va me permettre de colorer en rose. Je vais aller chercher un petit code pour colorer en rose. Donc, ce fichier .css, vous pouvez le mettre dans un dossier CSS à l'import de vos fichiers. Et quand vous allez importer, ça va vous mettre justement, là, David, je voulais que ce soit en rose, et ça va vous le mettre en rose dans l'édition. Si jamais vous l'avez fait, vous le faites après, vous pouvez aussi rajouter le chemin ici pour ajouter votre fichier CSS. Donc, fichier CSS pour format HTML, entre guillemets, pour la visualisation. C'est vraiment visualisation ici.
ensuite, nous, on a besoin, donc on a mis nos couleurs, on est content, mais maintenant, nous, on aimerait bien, vu qu'on travaille sur des corpus oraux, on aimerait bien pouvoir lire notre audio quand on va travailler dans TXM. Donc, la structuration du XML, par défaut, il faudra mettre, si on veut lire notre corpus audio, donc je vous ai mis juste en dessous ici, une balise qui s'appellerait U, avec des attributs start et end, qui auront chacune leur timecode associé, et puis forcément la parole du locuteur qui est en train de parler ici. Vous importez votre corpus avec cette idée-là. Tous les tours de parole s'appellent U, avec un start et un end. Quand vous l'avez importé, vos fichiers son, vous allez pouvoir les mettre dans TXM, au chemin ici que je vous ai mis, dans un dossier média, et y mettre les fichiers médias qui vont bien, avec le même nom que vos noms de fichiers XML, on va dire. Si jamais vous avez beaucoup de fichiers médias, parce que j'imagine que peut-être que vous avez des corpus assez volumineux, du coup, assez lourds, vos médias vont prendre beaucoup de place sur votre ordinateur, ben, c'est pas grave, vous pouvez quand même mettre vos médias, pas forcément sur votre ordinateur, mais à quelque chose dans un disque dur, par exemple externe. Et pour cela, vous pouvez paramétrer dans Édition, Préférences Media Player. Donc, tout ce qui est en violet, c'est la petite barre d'onglet tout en haut là, dans le logiciel. Pour changer l'emplacement de votre dossier média, donc c'est dans le petit champ qui s'appelle Media Pass Préfixe. Et là, vous mettez par exemple le lien vers votre disque dur externe et vous mettiez vos fichiers à l'intérieur. Si jamais, pareil, vous avez importé votre corpus et que vous n'avez pas du tout eu start et end, vous pouvez aussi le changer ici. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a un endroit où il est marqué U, il y a un endroit ici qui est marqué start et end. Vous les changez et normalement, ça fonctionne aussi si vous n'avez pas fait comme ça en amont. C'est par défaut que c'est U, start et end. Donc, on a de la couleur, on a du son. Maintenant, moi, j'ai plein de métadonnées et j'aimerais pouvoir déjà mes métadonnées les visualiser dans TXM. Donc, je travaille sur corpus oraux et moi, j'aime bien vouloir avoir un peu comme l'import de transcriber qui me proposait, effectivement, le nom de mon locuteur et le timecode auquel ça arrive. Donc, pour ça, par exemple, je vais noter une balise que j'appelle Meta et à l'intérieur, je vais mettre le nom de mon locuteur. À l'intérieur, ici, je vais mettre aussi mon timecode. Vous voyez que j'ai aussi récupéré un hachis pour que ça apparaisse en gras. Ici, on voit un peu moins, mais j'ai aussi utilisé la balise méta pour faire tout ce qui est les rires, les bruits de bouche, choses comme ça, que ça apparaisse pareil dans mon édition. Et toutes ces métadonnées, même s'ils apparaissent un peu comme si c'était des données textuelles, moi, je ne vais pas avoir envie que ça arrive dans mon lexique. Je ne vais pas avoir envie que j'ai 4000 crochets. 4000 crochets et que ce soit le top du top de mon lexique, quoi. Donc, l'idée, c'est que c'est justement de mettre une petite balise ici, on va dire unique, et on va voir comment faire juste après par rapport à l'import pour justement ne pas avoir ces balises qui soient, ces annotations plutôt qui apparaissent dans le lexique. Ensuite, vous importez votre corpus et ça vous fait quelque chose de, effectivement, de mon locuteur, mon timecode qui est en gras et ce que dit le locuteur et puis quelques italiques ici pour ce qui est des rires, des bruits de bouche, etc. Donc, tout ce qui est, oui, j'ai mis tout ce qui ne contient pas du texte est importé parce que si jamais cela par exemple, les rires, les bruits de bouche ou choses comme ça, par défaut, par exemple, dans Transcriber, c'est quelque chose d'une balise fermée. Ce qui est une balise fermée dans TXM, ça n'est pas pris en compte. Donc, l'idée, c'est que justement, on va les mettre dans quelque chose qui existe, enfin, dans du texte, quoi, et qu'on ne va pas importer en tant que lexique. Je ne sais pas si je suis très claire, mais l'idée, c'est de suivre une structure XML de cette façon-là. Donc, je vais avoir aussi d'autres métadonnées. Je vais avoir des métadonnées que je vais avoir envie d'interroger. Donc, on va voir aussi par la suite comment les interroger, ces métadonnées qu'on va structurer. Et aussi des métadonnées éventuellement pour créer des sous-corpus après dans TXM. Donc, c'est reparti. On recommence. On a notre U de départ. Et on va lui rajouter plein d'attributs avec plein de valeurs pour justement enrichir encore notre donnée. Donc, par exemple, j'ai rajouté le nom de mon locuteur. Donc, ou prof Philippe.
Je lui ai rajouté aussi des choses un peu plus au niveau enregistrement, donc en disant que l'acoustique de mon enregistrement était plutôt passable. J'ai rajouté son âge quelque part. J'ai rajouté plein de choses, sa profession, donc professeur des écoles, etc. Et son arrivée à Orléans, par exemple. Et donc voilà, je rajoute vraiment toutes les métadonnées locuteurs qui m'intéressent. Et ensuite, de la même façon, j'importe mon corpus de cette façon-là, avec cette structuration-là. Et je vais retrouver tout ça dans ce qu'on appelle les propriétés de structure qu'on a dans TXM, que je vous montrerai rapidement à la fin de la présentation. Vous pouvez toujours repartir sur l'idée d'un tableur qui s'appelle metadata.xlsx si on veut. Maintenant, ça marche bien. Je ne vais pas trop parler parce que ça, c'est depuis très longtemps que ça existe dans TXM. Donc, juste la première colonne, c'est censé être l'identifiant et avec le nom de vos fichiers sans l'extension. Donc, voilà, si vous voulez ce petit fichier tableur, mais je l'utilise plus trop, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans. Ensuite, moi, j'ai des annotations que j'ai déjà faites, par exemple, de segmentation sur le logiciel qui s'appelle Elan, et j'ai voulu récupérer toutes les annotations que j'avais faites dessus. Donc, la structure XML, ça va être maintenant une autre balise, une balise catégorie. Donc, je vais nommer une catégorie. Ref, l'attribut ref qui va être tout le temps le même pour tout le monde, et la valeur à l'intérieur de ma catégorie. Je vais mettre ce qu'il y a à l'intérieur et je vais fermer ma balise. Donc là, je ne sais pas trop si vous voyez de trop, mais en gros, David, là, il se retrouve à être en rose et il se retrouve à avoir plein de catégories et plein de valeurs, plein de pré-annotations en tout cas, que j'ai récupérées de ma segmentation, par exemple, que j'avais faite sous Elan. Donc, vraiment, une catégorie, une valeur, avec un attribut ref à l'intérieur. Donc, vous voyez, tout un chemin en cascade pour dire que David, il a tout ça comme information et à l'import de TXM, ça va matcher, entre guillemets. Donc là, je vous remets un peu, c'est pareil, c'est un peu clair, mais si vous êtes en grand, peut-être vous voyez bien. Mais en gros, j'ai mon petit paragraphe. Donc, P, c'est pour simuler un paragraphe. On a nos métas avec le nom de mon locuteur, mon timecode, mon U avec mon start et mon end, et toutes les métadonnées de mon locuteur. Et ensuite, d'autres annotations que j'avais faites avant. Et toujours, je crois que j'ai encore repris David, voilà, pardon. Et voilà. Et donc, tout ça, je le donne maintenant à TXM. Donc, je suis un peu monomaniaque de l'import. Je me suis déclarée comme ça parce que j'utilise toujours le même. C'est l'import XML TEI0 parce que quand on structure beaucoup son XML au départ, je trouve que celui-là, c'est celui qui convient le mieux. Puis vous allez voir pourquoi juste après. Pour le moment, donc après, dans la nouvelle version, il n'y aura plus besoin. Mais pour le moment, il faut quand même ajouter une balise racine TEI, un TEI header et une balise texte pour que ça fonctionne dans cet import-là. La balise TEI header, vous pouvez très bien la laisser vide, mais si jamais, vous pouvez aussi renseigner sur, je ne sais pas, décrire un peu le projet, décrire un peu votre corpus. C'est aussi possible. Je vous ai mis un petit encadré ici de ce que je mets aussi des fois dans TEI header. Et ce qui va être intéressant dans cet import, c'est le plan textuel, qui est un paramètre qui est… Alors, je ne sais pas si c'est le seul import, en tout cas, je le retrouve pour XML TEI0. Ce plan textuel et on retrouve notre fameux dans hors texte, je mets TEI header. Si jamais vous mettez quelque chose dedans, vous êtes obligé de le mettre, sinon vous allez voir, vous allez avoir plein de blancs à la fin de l'importation. Et justement, ma balise méta, dans laquelle j'ai mis du texte, mais que je ne veux pas qu'il apparaisse dans mon lexique. Donc, hors texte à éditer, je mets le nom de la balise que j'ai choisie. Donc, moi, méta, je le mets ici. D'accord? Donc, c'est dans les paramètres avant l'import. OK? Donc là, on considère que ça y est, j'ai ma structuration de corpus, je l'ai importé avec les paramètres qui vont bien dans TXM. Et moi, ce que j'utilise le plus, ça va être la notation. Et je regarde un petit peu les autres choses qu'il y a dans TXM pour m'imprégner un peu de ce que je viens d'importer. Donc, la première chose que je fais, c'est aller regarder dans propriétés.
ce qu'il y a. Donc, ça me donne le nombre de mots. Ça nous donne aussi comment on a structuré notre corpus avec les différentes valeurs et les différentes catégories, on va dire, qu'on a ajoutées. L'édition qui nous permet de visualiser notre texte, le lire aussi, si on a envie de lire un peu ce qu'il y avait dans notre texte. Le lexique que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup pour aussi connaître les mots les plus fréquents, les mots un peu les plus spécifiques, et aussi parfois pour savoir un peu ce qu'il y a comme valeur pour, par exemple, FR Post, qui est la valeur de la partie du discours étiquetée donc, par Tritagger. Des fois, je me souviens plus trop les valeurs qu'il y a, et je vais regarder dans le lexique, et puis hop, c'est ma liste de valeurs, et puis je sais comme ça ce qu'il y a dans ce qui a été étiqueté. L'index, je l'utilise un petit peu moins, mais par exemple, si on se dit, voilà, j'aimerais avoir la liste de tous mes verbes qu'il y a dans mon corpus, et j'utilise l'index, et comme ça, je peux en plus trier en fonction du lemme. Comme ça, je sais vraiment sans prendre en compte la conjugaison, en fait, je vois quel verbe, par exemple, est le plus fréquent dans mon corpus. Donc là, chez nous, par exemple, c'est être à avoir. Enfin, chez nous, dans ce corpus-là. Les co-occurrences, c'est aussi assez intéressant à regarder de temps en temps. Donc, par exemple, là, j'ai eu envie de regarder la co-occurrence dans mes injonctives avec le mot « vient ». Et effectivement, je me rends compte que dans mon corpus, « vient », il va se retrouver souvent avec « viens voir »,« viens me voir » certainement, « tu viens » ou « viens là ». Donc, c'est quelque chose, on remarque tout de suite des choses. C'est ça que j'aime bien dans TXM, c'est que ça saute un peu aux yeux des choses que... des choses que soit on se doutait, soit voilà, qui nous disent « Ah oui, tiens ». Enfin, voilà. Et ensuite, ce que j'aime, ce que j'utilise aussi le plus, c'est le concordancier, que je trouve vraiment très, très agréable à lire et à utiliser, où on peut justement, c'est là où j'utilise vraiment le requêtage à fond. De TXM, où je peux requêter sur un mot, sur une suite de mots. Je peux requêter sur toutes les métadonnées que j'ai importées. Je peux requêter sur toutes les annotations aussi que j'ai importées ou toutes celles que je vais faire par la suite. Donc là, je vous ai juste mis un petit peu un truc un peu spécial en disant que voilà, je sais que moi, je m'étais mis une balise qui s'appelle intervention. Et je peux même là aussi, interroger comme ça ma requête dans TXM. Donc, je voudrais qu'à l'intérieur de ma balise intervention, là, je lui ai demandé, par exemple, que j'ai uniquement des noms ou des nombres. Donc, voilà. Et puis, pas plus de 7. Donc voilà ce que je lui ai demandé rapidement, mais on va voir les requêtes un peu plus tard. Donc, nous, ce qu'on a vraiment apprécié il y a pas très longtemps dans TXM, au final, c'est vraiment la notation à l'intérieur dans TXM, en fait. Donc, j'utilise les deux méthodes. Donc, la notation en propriété de mots, donc vraiment pour un mot, et la notation en séquence de mots, donc un ou plusieurs mots, avec la notion de catégorie valeur. Donc, ça se trouve au niveau un peu en haut à gauche, dans les encadrés bleus dont je vous ai montré l'interface. Donc, mot propriété et séquence de mots catégorie valeur ici. Bien sûr, quand vous voulez annoter, vous ne pouvez pas vraiment annoter avec TXM au fil de l'eau. Vous ne pouvez pas lire votre corpus et puis vous dire « Ah, pouf, ça, j'ai envie de l'annoter ». C'est plutôt l'idée que vous avez quelque chose à rechercher et ce quelque chose à rechercher, vous voulez annoter et enrichir votre corpus de cette façon-là. Enfin, selon moi, après les évolutions sont toujours assez rapides, donc pourquoi pas passer à d'autres façons de faire par la suite. Donc, la propriété de mots, moi, je l'utilise aussi quand même pour annoter les séquences de mots parce que je trouve ça plus ergonomique, vous allez voir. Donc, par défaut, même si j'annote une séquence de mots, un seul mot ou plusieurs mots, j'annote en propriété de mots et par défaut, ça va vous annoter le premier mot qu'il y a dans votre pivot. Donc là, j'aurais pu quand même agrandir ma petite capture d'écran, je suis désolée. Mais en gros, ça va noter tous les premiers mots qu'il y a au niveau de ma séquence. Si jamais vous vous dites, moi, je vais rechercher des choses, je sais ce que je recherche plein de trucs avant des fois, je recherche le mot « quoi » et plein de trucs après. Et par contre, je voudrais que la notation, ce soit sur le mot « quoi ». Et vous mettez un petit arrobase devant le mot « quoi » et ça va vous permettre d'annoter uniquement ce mot-là. Donc là, par exemple, je me suis amusée, je me suis dit, dans mes interventions injonctives,
ce que je vais annoter, c'est le premier verbe qui apparaît dans mes interventions injonctives. Donc, j'ai mis un arrobase devant l'idée que voilà, je voulais qu'il y ait un verbe. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je ne vois pas, je vois rien du tout. Mais ça vous met en petit crochet, en tout cas, l'élément qui va être annoté dans le pivot. D'accord? Donc là, on est toujours dans le concordancier. Hein. L'annotation se fait dans le concordancier. Ce que j'aime bien en propriété de mots, c'est que c'est très facile à modifier. Et l'idée, c'est que TXM, il va se rappeler des valeurs que vous avez déjà mises. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour éviter les fautes de frappe. Donc vous allez avoir pour chaque catégorie, il va se souvenir de toute la liste de valeurs que vous avez déjà mises. Et donc, ça va être assez simple. Vous pouvez afficher en plus plein de propriétés de mots. Et ça va se répercuter ici dans le tableau de votre concordancier. D'accord? Donc, tout ce que vous affichez ici, ça va se répercuter dans votre tableau-là. Et puis, vous avez juste à sélectionner les valeurs qui conviennent et puis faire OK, OK, OK. Enfin, dire, c'est bon, je veux ça. Une fois que vous avez annoté, vous avez un petit peu envie de voir hein, ce que vous avez fait rapidement, etc. Donc, faut l'enregistrer, avant, sinon ça ne va pas compter. Mais tout ce que vous avez fait, vous allez pouvoir le voir au niveau du lexique. Donc, par exemple, moi, j'ai annoté quelque chose qui s'appelait la hiérarchie dans une intervention injonctive. Et je vois que j'en ai déjà annoté 1329, où celui qui donne l'intervention injonctive est supérieur, entre guillemets, à la personne qui la reçoit. L'enregistrement de ces annotations est vraiment très rapide. Et puis, vous avez quand même la possibilité aussi de la répercuter sur la séquence de mots en entier. Ce n'est pas trop grave. Si vous annotez que sur le petit mot du pivot, vous allez toujours pouvoir le refaire par la suite au niveau plus global. La séquence de mots. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment aller annoter tous les mots qu'il y a à l'intérieur de votre pivot. Donc, c'est ce qui ressemblerait finalement à la pré-annotation que moi j'ai faite avant l'import de mon corpus. D'accord? Donc, c'est vraiment mettre deux balises, une balise au début, une balise à la fin, avec mon texte qu'il y a à l'intérieur, et puis que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, plein de mots, tous les mots que je veux. Donc, pareil, l'idée, c'est un peu la même chose. Ça va retrouver vos valeurs que vous avez déjà utilisées. Et vous allez pouvoir la changer, pareil. Et ici, ça apparaît dans le tableau qu'on a là, dans le tableau du concordancier qu'on a là. Et par contre, c'est pour ça que je l'utilise un peu moins, que je trouve que c'est un peu moins évident de l'utiliser parce qu'on peut annoter qu'une seule catégorie à la fois. Donc, des fois, on aime bien quand même faire un processus d'annoter plusieurs propriétés, etc. à la fois. Mais là, on peut en annoter qu'une seule pour le moment. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas. Et aussi par le fait que l'enregistrement est assez long parce que ça va… le XML, il n'y a pas de possibilité de chevauchement dans les balises. Donc, si jamais vous voulez annoter quelque chose qui est entre deux balises, ça va le vérifier. Et si c'est entre les deux balises, ça va vous dire non, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire ce genre de choses. Donc, le fait de vérifier tout ça, le fait de vérifier si c'est compatible, en tout cas avec votre structuration, ça fait que ça prend du temps, en tout cas, à l'enregistrement. Les valeurs, on peut les retrouver effectivement dans les sous-corpus, parce que vous pouvez aussi, quand c'est des séquences de mots, vous pouvez créer vos sous-corpus à partir de ces séquences de mots. Et vous pouvez aussi compter combien on a à partir du concordancier ou à partir de l'index, par exemple. Et pareillement, moi, c'est ce que j'ai fait. On peut répercuter aussi tout ce qu'on a fait en séquence de mots, le répercuter en propriété de mots sur le premier mot pivot, comme j'ai vu avant. Je vous ai mis ici un petit récapitulatif sur… donc, j'ai oublié de mettre annotation, hein, mais on parle bien encore d'annotation sur un mot ou sur une séquence de mots. Donc, la différence entre les deux, on a une notion un peu pour le mot propriété-valeur et une notion séquence de mots plutôt catégorie-valeur. Une requête, je trouve, plutôt intuitive d'un côté, plus complexe de l'autre, rapide d'un côté, long de l'autre. Un comptage aussi plutôt facile d'un côté et un peu plus compliqué de l'autre. On annote quand même que sur un seul mot, forcément, au niveau de la propriété, et met plusieurs mots dans l'autre. Et le fait de pouvoir… vraiment annoter sur plusieurs propriétés à la fois à ce niveau-là, ça nous aide quand même beaucoup pour l'annotation, ce qui n'est pas possible ici. Donc voilà, j'annote quand même beaucoup plus en propriété de mots.
Donc maintenant, comment on fait pour interroger tout ce qu'on a fait depuis le début? Donc vous allez voir, c'est très simple parce que déjà, j'ai qu'une diapo. Donc pour la notation en propriété de mots, c'est très simple. Il faut juste penser que dans TXM, tout ce qui est entre crochets, ça correspond à un mot. Et tout ce que vous allez mettre à l'intérieur, ça va être toutes les contraintes que vous voulez apporter à ce mot. Donc, quand on va interroger sur une propriété de mot, vous avez juste besoin de mettre un crochet, la propriété égale un guillemet et la valeur de votre propriété. Vous fermez le guillemet, vous fermez votre crochet. Donc là, vous pouvez interroger sur FRPOST, comme on a vu avant, et puis toutes les propriétés peut-être que j'ai mises juste avant dans la notation. Ensuite, nous pouvons interroger donc en séquence de mots. Donc ça reprend mes préannotations, les annotations que je viens de faire en séquence de mots, si j'en ai fait, et les métadonnées aussi. Donc, tout ça se fait de la manière suivante. On met un crochet, pareil, 2 crochets. On met un underscore, c'est un peu plus spécial. Un underscore, un point, le nom de votre catégorie, un underscore, donc underscore, le 8, ref, égale, guillemets, la valeur. Vous fermez le guillemet, vous fermez votre crochet. Le expand to catégorie, ça vous permet d'avoir toute votre séquence de mots. Sinon, vous allez avoir, là, par exemple, je vous ai mis, il y a David, chut, question, je sais pas quoi. Sinon, vous allez avoir donc votre liste de mots, donc David, la ligne suivante, chute, la ligne suivante, chute, la ligne suivante, chute, la ligne suivante, chute, etc. Alors que si vous mettez expand to catégorie, de votre catégorie, vous avez forcément sur une seule ligne dans votre concordancier. On pense bien que catégorie valeur, c'est soit donc du coup vos préannotations, donc avec le petit endroit ref, si vous voulez interroger sur vos métadonnées. Donc si vous vous souvenez, moi j'ai mis l'âge par exemple de mes locuteurs. Donc je vais faire, si je veux des gens qui ont la trentaine, je me souviens que j'ai une valeur qui s'appelle 30. Donc je fais crochet underscore point U, parce que c'est ma structure, underscore âge, parce que c'était l'attribut que j'avais mis, égale, guillemets, 30, guillemets, parce que c'était la valeur que j'avais inscrite. Expand to U, du coup. OK? C'est aussi simple que ça. Et là, je vous mets 2 petits exemples aussi de requêtes que j'ai fait rapidement. Donc, j'ai pas cumulé les contraintes, mais on peut cumuler les contraintes avec l'élément esperluette ou commercial là, pour ajouter des contraintes et les combiner. Ou vous pouvez mettre aussi la barre verticale, par exemple, du ou pour dire je voudrais ça ou ça ou ça ou ça. Et tout ça est vraiment faisable et dans la valeur et aussi dans toutes les structures que vous voulez faire. Si vous voulez, je vous montre aussi un peu après si vous avez des questions là-dessus sur les requêtes. Comment construire une requête. Donc là, par exemple, j'ai demandé, je sais que j'ai ma structuration, elle contient la balise intervention. Donc, je lui ai demandé un crochet, underscore point intervention, underscore ref, égale. Et puis, comme je m'en fiche de la valeur, je lui ai dit, j'ai utilisé une expression régulière de point étoile pour lui dire, je m'en fiche, vas-y, sors-moi toutes les interventions que j'ai annotées, quelle que soit la valeur à l'intérieur. Expand to intervention pour que ça aille sur qu'une seule ligne. En dessous, je me suis dit, tiens, je vais regarder toutes les tours de parole, on va dire, de mon prof Philippe, justement, parce que je trouve qu'il parle, j'ai envie d'étudier sa parole. Et pareil, je lui dis que la contrainte que je veux sur tous mes mots, ce soit que la structure contienne le locuteur prof Philippe. Donc, U underscore vous égale prof Philippe. Expand tout mon U pour avoir tout mon groupe de souffle à côté. OK? Et après, on cumule toutes les contraintes quand on a envie de cumuler les contraintes. Donc, vous pouvez, si vous avez des questions après sur les requêtes, tout ça, on peut voir par la suite. Là, je vais vous parler un peu, j'avais envie de faire une petite boîte à outils, des choses que j'ai un peu vues à l'utilisation de TXM et qui parfois peut vraiment aider. Donc, si on a envie de modifier les propriétés de structure qui ne sont pas des propriétés d'annotation, donc plutôt mon âge, ce que j'ai appelé métadonnées, c'est simple sans lettres, ça dépend si vous aimez bien quand même manipuler vos données. Mais vous allez dans le chemin ici, vous récupérez vos fichiers.
Et l'idée, c'est que comme c'est du XML, ben, tout est modifiable, tout est transformable comme vous avez envie. Donc, vous modifiez au niveau de votre structure votre XML. Vous remettez vos fichiers dans l'arborescence où vous venez de vous les avez cherchés. Et sous TXM, il y a quelque chose qui est très intéressant maintenant. C'était il n'y a pas très longtemps qu'ils l'ont mis en place, qui s'appelle Corpus Réimport Corpus. Donc, dans la barre du haut, là, dans les onglets, quelque chose qui s'appelle Corpus Réimport Corpus. Et dès que vous avez un problème ou que vous ajoutez justement vous modifiez vos fichiers, bah, vous pouvez le faire avec cette manipulation-là. Je vous parle aussi un peu d'un travail collaboratif parce que ça peut vous intéresser éventuellement, mais je vais parler d'un travail collaboratif uniquement sur, vous avez envie de collaborer avec un collègue sur vos annotations en propriété de mots. Je vais un peu regarder que là-dessus. Donc, on imagine qu'on est deux petits bonhommes qui travaillent ensemble. Chacun importe le même corpus avec l'extension plutôt TreeTagger parce qu'on a besoin que les segmentations en mots, ce soit exactement le même, chacun l'un ou l'autre. Et chacun de son côté, il va annoter en propriété de mots, soit, donc j'ai proposé deux petits scénarios, soit on annote les mêmes mots, mais avec des propriétés, des valeurs différentes, soit on annote effectivement des mots différents, mais avec les mêmes propriétés et les mêmes valeurs. D'accord ? Donc, cette idée-là, donc chacun, on choisit son petit scénario pour aller un peu plus vite, et chacun note de son côté. Et à un moment donné, on va vouloir que tout soit ensemble parce que voilà, c'est comme c'est long d'annoter, on va quand même vouloir, parce que c'est de la notation quand même manuelle, on va dire. Donc voilà, on s'entraide pour la notation. Donc après ça, on va utiliser les macros qui s'appellent Build Word Prop Table et Inject Word Prop Table. L'idée, c'est que mon premier petit personnage ici, il va utiliser la macro qui s'appelle Build Word Prop Table. Donc, je vous ai mis comment on fait pour afficher ces macros. Donc, c'est là où il y aura votre petit onglet console aussi, tout en bas, c'était l'encadré rouge. Avant de la lancer, je vous conseille juste de copier la requête que vous allez faire et de créer au départ, parce que cette macro, ça va vous créer un tableur avec ce que vous avez annoté, les propriétés que vous avez annotées. Donc, je vous conseille de le créer avant parce que vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir de toute façon. Donc vous créez votre tableur vide. Donc, attention, extension .csv, donc un fichier vide en fait avec une extension .csv. Le petit champ, ça, vous mettez le nom de toutes les propriétés séparées par des virgules de tout ce que vous voulez annoter. La query, je suis désolée, on ne la voit pas, mais moi, l'idée de ce que j'ai mis, c'est que justement, je voulais que ma propriété, elle ne soit pas égale à une undef. Donc, underscore, undef en majuscule, underscore, c'est les choses qui n'ont pas été annotées dans votre corpus. Donc, justement, vous voulez toutes celles qui ne sont pas. Donc, pardon, toutes celles qui ne sont pas. C'est un peu compliqué au final. Un point d'exclamation devant le égal. Toutes celles qui ne sont pas. OK ? Ensuite, ce qu'il y a à faire, vous avez juste à renseigner ici le TSV qui est vide. Si vous avez annoté pour les mêmes propriétés, mais sur d'autres mots, vous cumulez plutôt avec le ou, alors que ici, ou c'est l'inverse, pardon. Ici, ça doit être le et, ici, ça doit être le ou. Vous verrez en gros, normalement, ça se voit mieux. Voilà. Et maintenant, notre deuxième petit personnage, donc celui-là, il va récupérer les annotations du premier. Et pour cela, lui, il va travailler donc du coup sur sa machine, il va récupérer le tableur de son copain et il va utiliser la macro, lui, il va utiliser l'autre macro qui s'appelle Inject Word Prop Table. Pareil, avant de cliquer, il faut créer un nouveau dossier. Dans ce nouveau dossier aura les nouveaux fichiers qui cumulera les deux annotations des deux personnages. L'input directory, donc c'est le premier champ ici. Là, le gars, la personne, pardon, comme il a le même corpus que son voisin, il va pouvoir aller chercher directement l'input directory. Donc, je vous ai mis là. Donc, c'est pareil, c'est home, corpora, etc. Le nom de votre corpus, TXM et le nom de votre corpus. Ensuite, l'output directory, il va inscrire le nom du dossier qu'il vient de copier, qu'il vient de créer, pardon. Le lien vers le tableur de son copain.
et les propriétés que son copain il a ajoutées. Donc, par exemple, les frontières, enfin là, pardon, c'est mon truc à moi, les frontières, les hiérarchies, etc. Donc, tous les noms des propriétés qu'il a annotées. Et après, ben, je reprends mon côté monomaniaque de mon import. Ben, je réimporte tout ça avec mon XML TEI0 en rajoutant les mêmes paramètres que j'ai fait au premier import. Donc, si j'ai encore mes balises méta, tout ça, ben, je les remets. Si j'ai encore mon TEI header, je les remets. Si je veux, on peut même réannoter le corpus. Je pense que ça ne fait pas de souci là-dessus. Donc, voilà pour une idée un peu de travail collaboratif. Donc, c'est vraiment, je vous ai mis un peu comme ça ma boîte à outils, mais c'est parce qu'en plus, comme ça m'aide, moi, à me rappeler de comment on fait, parce que des fois j'oublie un peu. Donc si jamais ça vous sert, voilà. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais des fois, il y a des liens cliquables donc, vers le wiki. Donc là, c'est le seul qui est resté encore en lien que l'on voit. Mais vous regarderez, il y a des fois des liens cliquables vers des images aussi, des fois cliquables vers le wiki de TXM. Donc là, ce serait l'idée de, peut-être que des fois, on a envie d'ajouter ou on a envie de supprimer des fichiers. Donc pareil, moi, avec l'import, en tout cas, XML TEI0, c'est quand même assez simple. Donc, vous revenez sur ce chemin-là. Donc, essayez de le connaître et savoir où il se trouve sur votre ordinateur parce qu'on y revient sans arrêt. Donc, rendez-vous sur ce chemin-là. Ensuite, vous y supprimez le fichier que vous avez marre de voir. Donc qui ne vous sert pas. Et vous revenez sur le logiciel et pareil, on va refaire l'idée de corpus réimporte corpus. Vous attendez, on se rappelle du petit encadré là en bas à droite dans TXM, vous attendez un petit peu et votre corpus est réimporté, vous n'avez plus votre fichier que vous ne souhaitez plus. Dans le même principe, au niveau de l'ajout, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça va, c'est pas non plus la mort. C'est aussi assez rapide. Donc, dans l'idée, c'est que vous allez finalement, les fichiers que vous avez envie de réimporter, vous allez les importer dans TXM avec les mêmes paramètres que votre corpus sur lesquels vous avez envie de les ajouter. Donc, vous les importez dans le logiciel et puis vous allez récupérer le résultat de cet import. Donc, pareil, dans ce chemin, on remarque que c'est encore le même. Et vous allez le coller dans le corpus dans lequel vous voulez ajouter ces fichiers. Et ensuite, de la même façon, on retourne sur TXM et on va faire corpus et réimporter notre corpus. Et vous allez voir, vous allez à nouveau avoir votre fichier annoté. Vous attendez bien, parce que si vous n'attendez pas, vous allez avoir des petits soucis. Si vous avez des petits soucis, c'est pareil, corpus réimporte corpus, souvent ça fait pas mal de miracles. Je dis ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui ont été coincés à un moment donné et voilà, ça sauve aussi pas mal le corpus, réimporte corpus. Un petit point sur l'export et un petit point aussi sur la diffusion. Donc, ce que j'aime bien aussi dans TXM, c'est que on n'est pas bloqué, à l'intérieur. Tout ce qu'on fait à l'intérieur de TXM, on peut le prendre et le mettre ailleurs. Donc, tous les tableurs, tout ce qu'on voit qui ressemble à des tableaux sont exportables avec le format .csv en tableur. Les graphiques aussi, j'en ai pas parlé, mais parce que sinon, ça aurait été beaucoup trop long. Mais vous pouvez aussi les exporter. Donc, ça vous fait pas mal de graphiques. Si vous avez envie, vous pourrez regarder. Le manuel est bien fait, donc vous pourrez regarder tout ce qu'il y a aussi au niveau des graphiques que vous pouvez faire avec TXM. Et vos fichiers annotés, c'est pareil, vous pouvez les récupérer dans le chemin que je vous mets là. C'est encore le même. Ce qui est bien, c'est que c'est du XML. Donc, et ce qu'on a vu dans les XML, c'est que c'est transformable à l'infini. Donc, c'est pareil, vous pouvez tout récupérer, en faire un autre petit XML à côté et puis peut-être le lire avec autre chose qui vous convient mieux. Et puis même, si vous vous dites non, pourquoi je suis sortie de l'outil, je voudrais y revenir, et c'est pareil, vous pouvez à nouveau le réimporter aussi sans souci. D'accord? Donc vraiment, voilà. Moi, je trouve que c'est un avantage, en tout cas, dans un outil où on peut faire beaucoup de choses avant, beaucoup de choses pendant et aussi après beaucoup de choses. Et puis même y revenir et repartir. Donc c'est assez intéressant.
Au niveau de la diffusion, c'est juste parce que je trouve ça important aussi de valoriser le travail qu'on a fait via cet outil ou valoriser son travail de manière générale. Donc, vous pouvez créer un petit corpus binaire en extension .txm si vous avez envie. Donc, ça compacte tout votre corpus en un seul fichier avec toutes vos annotations à l'intérieur. Puis, vous pouvez le donner aux copains comme ça aussi. Et vous pouvez les mettre sur des plateformes ou alors, vous pouvez aussi récupérer, pareil, c'est encore le même chemin que je vous mets. Vous pouvez récupérer les fichiers, puis éventuellement les déposer sur des plateformes que vous connaissez. Moi, je connais par exemple Ortholang, pareil, on peut déposer dessus, et puis ça vous permet d'avoir un identifiant pré-REN pour pouvoir référencer le travail que vous avez fait à ce sujet. N'oubliez pas aussi, après ça c'est des techniques, effectivement, si vous allez faire de l'annotation, pensez bien au guide aussi avant de vous lancer dans TXM, parce que c'est peut-être important aussi qu'il y ait peut-être des noms de colonnes assez courts, des valeurs assez courtes, etc. Donc pensez bien à vos guides d'annotation. Et puis, ce qui est bien dans TXM, c'est qu'en plus, vous pouvez enrichir votre guide d'annotation assez facilement parce que vous allez pouvoir requêter aussi facilement dans TXM en vous disant « Ah mince, cette annotation, je suis sûre que je l'ai mis quelque part. » En une requête, vous avez l'annotation en question sur laquelle vous avez mis, par exemple, l'annotation d'une certaine propriété avec une certaine valeur. Voilà ce que j'avais un peu à dire sur ce logiciel. Moi, je vous conseille vraiment de vous amuser avec parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et ça vous permet de vous y retrouver, en tout cas, dans votre corpus. Et voilà, quoi. On peut vraiment le manipuler et c'est vraiment une interface très agréable à manipuler. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser ce logiciel, si vous en avez l'utilité. J'arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention. Je prends place. Je suis disponible donc pour les discussions et les questions. Et je vous fais juste une petite démo rapidement, juste pour si jamais il y a pas mal de monde je sais pas s'il y a du monde qui connaissent pas trop l'interface. Je vous montre juste 2-3 trucs de ce que je viens de raconter pour que ce soit peut-être que ça percute un peu plus par rapport à ce que je viens de raconter. Donc, je partage normalement. Là, vous voyez tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ben oui, c'est en train de monter. Du coup, donc tu pars tout de suite sur la démo, tu ne veux pas prendre quelques questions? Non, je fais juste une mini rapide, ça même pas 5 minutes. 5 minutes comme chrono. On te laisse, c'est juste. Après, j'arrêterai de parler. Non, mais Flora, tu as été rapide. Hein. Si tu veux même prendre un peu plus de 5 minutes, il n'y a pas de problème. Hein. C'était juste en termes d'organisation. Ok. Donc ici, c'est quand on ouvre TXM. Donc ici, vous avez tous les petits onglets dont j'ai parlé. Donc, je vous montre juste, si on ne clique pas sur un corpus, les onglets sont raccourcis. Si on clique sur un corpus, les onglets, il y a plusieurs choses qu'on peut reparamétrer quand on clique sur un corpus. Donc, tout ce qui apparaît sur le corpus, c'est parce que vous avez cliqué dessus. Si je clique là, ça va concerner ce corpus-là. D'accord? Donc, corpus, réimporter corpus, par exemple, ce que je viens de dire. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent. Donc, ici, votre corpus. Et ici, le lien, comme je vous ai dit, si vous avez du mal à le retrouver, c'est le lien vers votre home, TXM, Corpora, etc. Et tous vos corpus sont là aussi. Si vous avez du mal à le retrouver dans votre ordinateur, vous pouvez passer par ce biais-là. Donc, moi, je n'utilise pas trop tous les petits boutons qui sont là. J'utilise plutôt la même chose que vous avez en clic droit ici. Et puis, tout ce que je vous ai raconté se trouve plus ou moins là. Donc, les propriétés pour connaître un peu tout ce qu'il y a. Donc, comme je vous ai dit sur votre corpus, le nombre de mots, toute la structuration que vous avez faite sur votre corpus. Ok. Par exemple, vous avez même l'idée. Donc, ici, c'était mes groupes de souffle, par exemple. Et donc, je sais mes tours de parole, on va dire. Je sais que j'en ai déjà mis 134, donc ça me signe un petit ordre d'idée de ce qui se passe dans mon corpus. Je ne vais pas tout vous faire. Hein. Donc, vous avez je peux vous remontrer l'édition avec effectivement les couleurs qui apparaissent. Donc, ça, je sais,
par exemple, si je veux juste lire, je sais que mes injonctifs, j'ai fait en sorte qu'elles apparaissent en couleur. Donc, comme ça, c'est facile pour moi de lire, juste lire, et de savoir, ah, bah oui, c'est ça que j'ai vu comme injonctive, etc., dans mon corpus. Je vous ai pas parlé de sous-corpus et de partition. C'est, vous savez juste que vous pouvez faire des sous-corpus et des partitions. C'est assez bien fait pour le faire un peu soi-même. Lexique, index, concordance, concurrence, ça va dans l'ordre. Et vous pouvez, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Ce que je voulais montrer, du coup, c'est la console qui est ici. Donc, qui vous met tout ce qui s'est passé. Je viens de le rouvrir, c'est dommage. Je l'avais fermé, je l'ai rouvert, donc du coup, il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Mais c'est, par exemple, je vais juste vous montrer. Donc, je vais faire une concordance, par exemple, et je vais lui demander, par exemple, si je veux une intervention avec, donc comme j'ai fait tout à l'heure, par exemple, peu importe ce que j'ai à l'intérieur, mais toutes mes interventions. Donc, je vais vous montrer déjà ce que ça fait si je ne mets pas expand tout. Donc, toutes mes interventions, en fait, c'est tous mes mots qui sont dans une balise intervention. Donc, tous mes mots qui sont dans une balise intervention avec la valeur, peu importe la valeur. Donc, il y a tous ces mots-là. Mais moi, j'aimerais bien voir plutôt toutes mes interventions. Donc, expand to intervention. Donc là, j'ai toutes mes interventions et je sais, par exemple, qu'il y en a 6793. Et dans la console, par exemple, si on a un article à faire ou chose comme ça, c'est assez intéressant d'aller copier aussi les résultats dans la console et dire, hop, comme ça, je sais. Et puis même, je sais comment j'ai requêté, je sais comment j'ai requêté et je sais le nombre que j'ai trouvé. Et ça, c'est plutôt chouette. Je vais vous montrer quelques. Donc, pardon, je ne vous ai pas montré, par exemple, je vais vous montrer aussi. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais par exemple, quand on a du son, il vous suffit de faire un clic droit et de faire jouer le média. Et là, donc là, il est en train de dire laisse dedans et ça tourne en boucle. C'est horrible. Non, je rigole. Vous pouvez le faire répéter, vous pouvez arrêter. Et après, quand on a l'habitude, on arrive à mettre des empans temporels un peu plus grands pour avoir un peu avant ou un peu après. Moi, je ne l'utilise pas assez souvent pour bien réussir à gérer tout ça, donc je ne vous fais pas trop la démo. Quand on double-clique, on revient dans l'édition. Donc, je sais aussi un peu plus mon contexte que j'ai dans mon... Voilà, le contexte que j'ai. Avant-après, sachant que je l'ai quand même aussi dans le pivot. Mais moi, comme j'ai un petit écran, voilà. Je vous montre juste aussi un petit truc qui peut un peu gêner. Par exemple, voilà, vous avez décidé, vous arrêtez et vous avez fermé TXM. Donc, vous fermez TXM. Hop, voilà, vous le rouvrez. On attend. Ça charge tous vos corpus. Non, en plus, c'est super, c'est vraiment très rapide. Et là, vous voyez maintenant que c'est un peu énervant parce que j'ai deux trucs comme ça. Et quand je vais faire par exemple, je vais faire refaire un concordancier. Comme moi, j'ai un petit écran, c'est pas facile parce que ça me garde encore cette petite fenêtre-là. Et des fois, on a du mal à se dire, mais comment je fais pour la quitter? Il n'y a même plus de trucs pour quitter. Donc, je vous conseille juste que dès que vous voulez fermer, ouvrir TXM, en fait, vous fermez plus ou moins vos fenêtres qui sont à l'intérieur et comme ça, vous n'avez plus à gérer ce genre de choses. Et là, vous voyez, maintenant, il n'y est plus. J'ai fermé et il n'y a plus ce genre de choses. OK, il y a ça. Donc, ici, on n'a pas vu, mais c'est ici que vous allez avoir quand il va falloir un petit peu attendre ou pas attendre. Ah oui, je peux vous montrer aussi rapidement pour la notation comment ça se passe. Non, je suis déjà dans une concordance. Donc, par exemple, moi, j'avais déjà noté. Donc, je repars. Je suis désolée, je repars toujours sur le même truc. Intervention, bref. Mais comme ça ne vous perd pas trop. Hop. Voilà. Donc, j'ai un petit écran, mais il y a mon contexte de gauche qui se situe ici, mon contexte droit. Je peux même, si j'ai envie, ici, d'ajouter des éléments au niveau de ma structure. Donc, en cliquant, ça
ça trie. Donc, j'ai cliqué, ça a trié. Et par exemple, j'aimerais bien afficher, je trouve que c'est intéressant d'afficher, par exemple aussi le nom de mon locuteur. Donc, je sais que mon nom de locuteur, c'est ça. Donc, comme ça, ici, j'ai en plus le nom de mon locuteur. Si je n'ai pas envie qu'à chaque fois double-cliquer, comme ça, je sais qui est en train de parler, par exemple. Et au niveau de mes annotations, donc ça se passe ici. Donc, mot propriété ou catégorie valeur. Et par défaut, si vous cliquez sur le petit truc, ça vous met directement plutôt propriété valeur. Ici, vous avez le petit bouton enregistrer. Et ici, vous pouvez cumuler ce que vous voulez. Donc, je vais essayer de réduire un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Hop. Donc là, j'ai tout le temps mis la même propriété, mais je peux mettre... bon, c'est les trucs... hop. Donc là, c'est que je n'ai pas fait quand il y a une def. Hein, on est d'accord. Enfin, c'est pas moi qui... À un moment donné, voilà. Ici, du coup, j'ai annoté des choses. Ici, on a bien nos valeurs qui sont disponibles pour, par exemple, les bénéficiaires, etc. Et puis, j'ai juste à choisir. Je dis que c'est, par exemple, autrui. OK. Je sélectionne ma ligne. Si j'ai envie d'en sélectionner plusieurs, j'en sélectionne plusieurs. Et je fais OK. Et ça me met... Oh, petite... Pourquoi il veut passer de là? Bon, ça a l'air d'avoir quand même marché parce que ça me met ici, vous avez vu que ça avait fonctionné, mais je ne sais pas pourquoi à l'écran, ça veut pas. Mais ça m'a mis la même chose. De toute façon, vous ne pouvez pas requêter sur ces nouvelles valeurs tant que vous n'avez pas enregistré. Donc c'est pas trop grave. Vous dites que ça a quand même marché. Et pareil, vous pouvez faire exactement la même chose pour les autres. Et si vous vous dites que c'est, je sais que toute cette colonne-là, je sais que je veux les mettre à autrui, vous pouvez cliquer sur tous et ça vous dit, non, pas toutes les colonnes, pardon, tous les éléments de votre corpus. Vous pouvez dire, je mets ça à tout le monde. Et pour les séquences catégorie valeur, donc vous voyez, ça c'est raccourci, on n'en voit plus qu'une. Donc, j'ai mes interventions, ça a apparu ici. Si vous recliquez, par exemple, voilà, j'ai span et maintenant j'ai intervention. Ça change parce que des fois, voilà, ça vous a mis catégorie alors ce n'était pas catégorie, c'était intervention. Donc, recliquez bien si jamais vous voyez que ce n'est pas le même nom ici que le même nom là. Recliquez bien. Et pareil, j'ai une liste de valeurs. Donc, par exemple, au final, je voudrais mettre plutôt ça. Hop. Donc là, c'est... Ah oui, ça par contre, c'est un peu plus facile pour au niveau de la séquence de mots. Donc, on peut faire sur les lignes sélectionnées. On fait OK. Voilà. Je vais tout faire foirer mon... je réimporterai mon corpus, je pense. Ou alors, sinon, toutes les lignes. OK. Et donc là, c'est toutes les 6773 occurrences qu'il y a dans ma requête. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, donc ajouter... je ne sais pas si vous voulez. Après, voilà, c'est en libre à discussion maintenant. Si vous voulez un peu plus parler des requêtes ou enfin ce que vous voulez en fait. Là, je m'arrête là. J'arrête. Je vous écoute. Merci beaucoup encore. Et merci de m'avoir écouté jusque-là. Écoute, merci à toi, Flora, pour cette présentation sur TXM. Du coup, on va inviter les participants à poser des questions, donc soit par le chat ou allez-y même à l'oral, hein, ça évitera qu'on ait à retraduire. Des fois, il nous manque un peu des éléments pour bien comprendre d'où est-ce qu'on parle. C'est vrai que les linguistes ou les sociologues ne possèdent pas forcément les mêmes questions ou n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Donc, on va essayer de le faire directement avec le micro. Moi, j'ai juste une question qui est plus une question liée à TXM et à nos métiers. Tu as souvent dit on a fait ci, on a fait ça, et j'ai l'impression que le on, c'est un peu tout le collectif là, que tu remercies dans ta diapo. Tu peux nous en dire un peu plus là, sur le groupe qui a travaillé sur TXM? Le groupe, c'est sur le projet Ravioli, on était plutôt deux et moi je pars plutôt de la structuration. Donc c'est plutôt moi qui ai fait toute la structuration et après tout le côté plutôt annotation, ça va être les linguistes qui ont travaillé sur le projet qui ont fait ça. Donc moi vraiment travaillé sur la structuration et la structuration j'ai vraiment fait en collaboration avec l'équipe de TXM
leur disant, enfin, en leur demandant, bah voilà, moi j'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin d'écouter le son, j'ai besoin de récupérer mes métadonnées, j'ai besoin de faire tout ça. Et puis, voilà, ensemble, on a réussi à créer ça. Et ce qu'on a fait aussi, ça a été fait dans un travail que j'ai fait avec Christophe Paris, surtout au niveau technique, mais il y avait Loïc Liégeois aussi. Et je suis désolée, j'ai oublié le nom de mon quatrième, mais qui a plus travaillé sur la linguistique, on va dire. Donc, avec Christophe Paris, on a fait quelque chose, on va dire on a fait, c'est plutôt lui au final, mais moi, je lui ai donné mes idées. Et Christophe a fait en sorte de créer on va dire un mécanisme qui permet de passer d'une transcription transcriber vers justement cet import TXM que je vous ai présenté jusque-là. Donc, avec l'idée qu'on va insérer les métadonnées au niveau du locuteur, cette idée, on va avoir toutes ces balises déjà prêtes de TEI, TEI header, etc. Pas l'idée des annotations, par contre. Et l'idée des métadonnées locuteurs et le fait d'écouter le signal sonore, donc d'avoir des balises U, etc. Donc je ne sais plus si c'est disponible sur le site TEI Corpo que Christophe a fait pour les conversions pour les corpus oraux. Mais c'est l'idée d'avoir fait ça avec lui. Normalement c'est disponible puisque je l'utilise. Donc voilà, le on, c'est aussi ça des fois. C'est aussi cette structuration qu'on a faite et qu'on a essayé de mettre en place quelque chose d'automatique pour les gens qui qui veulent le faire aussi sans s'y connaître trop en informatique. Voilà. D'accord. Et juste sur le format TXM, là, le binaire, c'est un fichier qui contient le corpus et TXM. Je clique dessus. Non, il faut avoir l'outil TXM, il faut avoir installé TXM. D'accord. Il faut avoir installé TXM et ce qui comprend à l'intérieur, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans le chemin que j'indique tout le temps, la TXM, le tout premier corpora. Parce que si vous avez par exemple des fichiers médias à l'intérieur, ça va aussi le compacter, donc il va être très 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 lourd par exemple. Si vous n'avez pas de fichier média, ça va être un peu moins lourd. Et ce corpus binaire, il faut avoir l'outil TXM pour le lire, entre guillemets. C'est un truc, c'est comme un zip, mais on le dézip avec TXM. En le chargeant, il y a quelque chose dans TXM, c'est fichier chargé, et c'est à partir de là qu'on importe nos... Voilà. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, Flora, c'est en effet un dossier zippé, et finalement, les fichiers qui sont dans ce dossier ne sont pas compressés au sens langage de compression et illisible, c'est du texte. Donc, s'il y a des fichiers audio, s'il y a des CSV, on peut les ouvrir par ailleurs hors TXM. Mais c'est vrai que c'est une espèce de package que tu prends, que tu importes dans TXM et tu n'as pas besoin de te soucier de ce qu'il y a dedans. En revanche, si tu veux aller dedans, piocher un XML, un CSV, une image, tu peux y aller. C'est pas compressé et non lisible par un ordinateur. Mais en tout cas, c'est très bien lisible par TXM. Et comme tu le disais, pour ça, TXM est formidable, c'est qu'on peut travailler en équipe et passer le paquet aux copains qui ne doivent pas se poser de questions sur le formatage. C'est ça. Alors, du coup, il y a 2 questions qui sont arrivées dans le chat. Je ne sais pas si tu les vois, Flora. Je n'ai pas regardé. Alors, donc, par rapport aux annotations et comment on les étend, comment on étend une annotation sur une séquence et comment cette annotation se présente ensuite. Est-ce que c'est une balise ou autre chose? Alors, oui, les séquences, de même pour les propriétés, c'est vraiment dans le XML que ça se passe. Après, propriété de mots, c'est un peu plus délicat de comment il affiche ensuite TXM. Mais les séquences de mots, c'est vraiment effectivement des balises qui englobent la séquence de mots que vous souhaitez annoter. Donc, c'est vraiment une balise ouvrante de XML et une balise fermante de XML, et à l'intérieur vous avez le texte que vous souhaitez annoter. Donc c'est vraiment comme ça. Mon idée d'intervention là, si je reprends cette idée là, c'est vraiment, j'ai créé une balise d'intervention. Je lui ai donné une valeur à l'intérieur parce que mes interventions avaient plusieurs valeurs, et j'ai fermé à la fin quand mon intervention était terminée.
Et c'est aussi ce que va faire le logiciel quand vous allez annoter en séquence de mots. Ça va aussi mettre une balise au début et une balise à la fin de votre séquence de mots. Donc forcément, plus vous annotez en séquence de mots, c'est ça qui est un petit peu plus délicat parce que effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de chevauchement entre toutes ces balises, quoi, parce que ça va vraiment faire des balises supérieures, quoi. Donc, il faut un peu connaître, un peu savoir ce qu'on veut vraiment annoter. Il faut plutôt annoter large quand on annote en séquence de mots. Et c'est vraiment, il faut plutôt l'imaginer comme une segmentation d'un composant que vous avez envie d'analyser, quoi, entre guillemets. Et pas, voilà. Par exemple, si on traite que, on a une collègue qui a travaillé sur bien sûr, par exemple, un autre collègue qui a travaillé sur du coup, là, je sais pas, c'est plus facile à noter en propriété, autant pas s'embêter avec des balises en plus dans le fichier, je dirais. Alors du coup, justement, j'utilise. Hein. Oui. Et non, je sais pas. Tu vois les questions ou faut qu'on te les... Oui, je les vois. Oui. Ouais, je pourrais les lire. Hein. Non, mais donc du coup, il y avait sur la notation depuis TXM et sur la création de nouvelles catégories. Est-ce qu'on peut faire on peut utiliser... Non, pardon, on peut utiliser, bien sûr, on peut créer ses propres catégories. Là, je vous ai montré quelque chose effectivement qu'on a fait en amont. Mais en fait, j'ai tout répercuté comme je vous ai dit, de séquences de mots, j'ai répercuté en propriété de mots. Donc, quand ça existe pas, on les crée assez facilement. Je ne sais pas si vous voulez que je repartage l'écran sur TXM, mais je vais vous repartager rapidement si vous voulez. Hop. Donc ici, vous voulez, par exemple, juste recréer une catégorie ici. Je vais Alors attends, parce que ton corpus est en train de monter. Voilà, donc c'est bon. Ah, ok, merci. Donc, je vais reprendre parce que vous n'avez pas vu peut-être où j'ai cliqué. Donc, il y a un plus ici. Vous ajoutez une nouvelle catégorie. Donc, par exemple, tuto, si je l'appelle tuto mathé, hop. Une nouvelle catégorie. Bien sûr, il faut avoir quelque chose à rechercher. Si vous n'avez rien à rechercher, ça ne sert à rien. Et la valeur, là aussi, c'est pareil, il faut que vous les créez. Moi, je les ai déjà créées, effectivement. Mais là, il faut que vous créez vous-même vos propres valeurs. Oui, par exemple, c'est un peu débile ce que je fais, mais vous sélectionnez et OK pour... j'aurais dû faire ça. OK. Bon, là, ça va mettre beaucoup de temps parce que je vous ai mis, j'ai annoté toutes les 6000 trucs en tuto mathé. Et pareil, si vous voulez annoter en propriété de mots, pareil, ici, vous avez un petit plus. Donc, une nouvelle propriété, par exemple, pareil, je vais créer la propriété tuto. OK. Donc, elle apparaît bien ici. Et vous pouvez remettre aussi la valeur qui vous convient et vous sélectionnez ce que vous voulez ici et vous faites OK. Bon, là, il va un peu bugger parce que je lui ai demandé trop de trucs à la fois. Et ça va une fois que vous avez, c'est que seulement une fois que vous allez enregistrer que vous allez avoir les valeurs qui sont disponibles ici. Ce qui peut être un petit peu délicat, c'est quand vous allez le compacter, le passer au copain. Le copain, il ne va pas encore avoir ces valeurs-là qui seront disponibles. Les propriétés, je pense que si, mais les valeurs ici, elles ne vont pas être répercutées. Donc, le mieux, c'est d'aller voir ce qu'il a fait déjà. C'est d'aller sur le lexique. Par exemple, je voudrais regarder ce qu'il y a dans formule, ce qu'il a marqué. Hop, je clique sur play et je vois que dans formule, il a utilisé TR, R et const. Et puis, je regarde dans le guide d'annotation à quoi ça correspond. Quand on double-clique, on retourne sur le concordancier avec les formules, en plus, la requête déjà utilisée ici. OK. Et pareil, je sais que on n'est pas obligé. Hop. OK. Je ne sais pas si c'était ma question, mais on peut... Ah, je vous ai perdu, vous êtes où? Non, mais on est toujours là, et effectivement. Donc, non, j'ai perdu ma fenêtre. Mais c'est bon. Ouais. Donc, tu as bien répondu à la question, hein, c'était bien ça. Alors, il y a une question, alors, pour le coup, n'étant pas du tout dans le domaine du traitement automatique des langues, j'ai du mal à... Déjà noté sous... Voilà.
Et après, on fait. Chercher dans Close Directory. Logiquement, tu as parlé des formats, tu as dit que tu étais monomaniaque en XML, mais en effet, on peut importer autre chose que du XML, et donc on peut importer du Close. Alors, j'y connais un peu moins. Il y a aussi, oui, voilà, toutes les annotations. On peut même récupérer aussi vos schémas d'annotation que vous avez fait à partir de Close. Alors, je m'y connais un peu moins. Je vais regarder. Oui, en fait, moi, je connais un peu Glose, donc je peux t'aider si tu veux sur le truc. En fait, il y a ces trois formats, le point AA, le point AC et le point AAM dans Glose. Et en effet, si on va dans TXM et qu'on fait, et qu'on fait un import Glose, alors on va vous demander d'abord le corpus, ce point AC, puis le point AA, qui est le fichier contenant les annotations, puis le point AAM, c'est ce que tu évoques quand tu parles des propriétés, des valeurs d'annotation données aux propriétés. C'est-à-dire qu'avec Glose, on a toute la liste des annotations qui est donnée. Donc, logiquement, en allant dans TXM, en faisant un import Glose, on doit pouvoir s'en sortir. Voilà. Et Mathieu, oui, je l'avais fait une fois, mais je ne le fais pas assez souvent pour me souvenir rapidement de ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est assez facile d'importer votre corpus. Et puis, effectivement, tout le schéma d'annotation va être disponible. Donc, c'est vraiment… Comme le dit Mathieu, il souligne, il vient à notre aide, Mathieu Decorde, donc développeur TXM, qui nous dit qu'attention, le Merci, point Mathieu. AA, AC, AM, tout ça, c'est un autre univers. L'extension d'annotation. URS, mais je l'utilise. Mince, toute l'équipe de TXM. Ah oui, là, tu as été surveillée. Je suis surveillée, j'ai vu Bénédicte aussi. Donc, j'espère que je n'ai pas dit bêtises. Sur les séquences de mots utilisables pour les multimots, c'est quoi est-ce que cela se répercute dans le lexique? Donc, non, un lexique, le lexique, c'est vraiment un mot. Un seul mot. Le découpage, il est fait, la segmentation au mot, c'est fait par Tritager. Donc, si Tritager a considéré que c'était deux mots, c'est deux mots. Si Tritager a considéré que c'était qu'un seul mot, ça va apparaître effectivement dans votre lexique. En tout cas, c'est la segmentation que j'utilise de Tritager. Après, je crois qu'on peut importer sans utiliser cette segmentation. Et à ce moment-là, c'est TXM qui propose cette segmentation. Est-ce que TXM propose les mêmes fonctionnalités sur corpus lématisé? Comment s'affiche le texte dans ce cas? Désolée si ça a été évoqué, j'ai raté un petit moment au début. Votre corpus, j'imagine que votre corpus est déjà lématisé, que vous voulez l'importer dans TXM. Oui, c'est possible aussi. L'idée, c'est que du coup, vous annotez pas en morphosyntaxe vous ne demandez pas à Tritager qui s'occupe de cette chose-là. C'est dans les paramètres d'import, vous verrez, il y a marqué. C'est le petit onglet à noter le corpus. Et vous pouvez décocher la notation. C'est à cet endroit-là qu'il y a pareil, je peux vous remontrer vite fait. Hop. Au niveau de l'import, fichier importé, allez, moi je prends mon préféré. Donc vous ne pouvez pas avoir accès aux paramètres tant que vous n'avez pas choisi votre répertoire. Donc, hop, je vais reprendre celui-là. Donc, ça y est, là, vous avez… Ah non, ça s'appelle, pardon, ça s'appelle langue principale. Et donc là, le cochage annoter le corpus, ça correspond à la langue que vous voulez lématiser au niveau du lemme et au niveau de la partie du discours. Ici, il n'y a que les deux modèles de langue qui sont mis. Mais si jamais vous en avez mis d'autres, la liste va s'agrandir au fur et à mesure. Et donc, comme je disais, sur les plans textuels, ça se passe ici. Vous voyez, TAU header, et puis mettre aussi les autres balises dont j'ai parlé. Et après, toutes les autres options, je ne regarde pas forcément. Voilà. Ensuite, donc pareil, donc du coup, le corpus lématisé, faut bien savoir comment ça a été, que vous regardez comment ça a été lématisé par l'autre, j'imagine, la structuration qui est faite d'abord dans votre corpus, et puis vous regardez comment ça a été pris en charge par le logiciel. Et puis, j'imagine que c'est du XML. Et donc, si ça ne vous convient pas, vous essayez de rebidouiller votre XML au départ pour pouvoir que ça rentre dans votre dans l'outil.
La construction du requête, il y a des balises propres à TXM, des balises que l'on peut créer. Et des balises que l'on peut créer avec l'engrenage. Donc la notion de propriété-valeur là, dans les requêtes, c'est la notion de propriété-valeur, ça s'applique à un lexique. Chaque mot, chaque segmentation qui ont été faites au mot va avoir des propriétés, donc c'est ça qu'on appelle propriété, et des valeurs différentes. Donc par défaut, quand on a annoté notre corpus avec TXM au niveau morphosyntaxique, chaque mot va avoir la propriété FR lemma pour les lemme et FR post pour les parties du discours. Et vous pouvez, avec la notation, rajouter des propriétés à ce lexique. Donc, bien un seul mot. Alors que quand on parle de catégorie, effectivement, ça va être donc du coup soit sur un mot, soit sur une séquence de mots. Et c'est là que ça va être différent. Donc, on va pas pouvoir le requêter au niveau du lexique. On va pouvoir le requêter au niveau de l'index, par exemple. Non, même pas non plus au niveau de l'index, mais plutôt au niveau de du coup du concordancier. Et effectivement, le fait que j'ai annoté ref dans ma structuration avant l'importation, ça a permis à TXM de reconnaître effectivement ce petit mot-clé, si vous voulez, dans mes balises de départ. C'est pour ça que ça a pu récupérer toute la notation que j'ai faite à partir de là. Donc, il y a effectivement quelques petits mots à pas utiliser ou justement à utiliser dans TXM, mais voilà. Le prochain tuto, ce sera quoi? C'est sur Glose. C'est ça, faut que je travaille sur Glose. Ouais, si on veut. Mais du coup, Glose, effectivement, on n'utilise pas. Enfin, on l'a utilisé pour certaines annotations de nos formats XML, mais ce qui est délicat, c'est que dans Glose, on voit effectivement tout le XML et c'est difficile de délimiter et pas prendre des fois, si on fait trop vite, on prend un chevron ou etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas encore fait de transvasement d'un Glose à TXM parce que j'ai ces petits problèmes-là au niveau de mon XML qui sont pas pratiques, on va dire. Ah oui, quand même. Donc, c'était ça, multimot quand même. Enfin, je sais pas. Mais le quand même, ça vient avec quoi quand même? C'est ça, quand même, c'est effectivement. Tu vas noter un multimot, oui. Oui, si tu veux considérer que quand même est une seule et même unité, comment tu fais pour la noter? Et alors, du coup, ça pose la question qui vient juste après, c'est quand on travaille sur corpus, on compte le nombre de mots dans un corpus. Et si quand même n'est qu'un seul mot, TXM travaillant au mot, il compte quand même comme étant 2 mots. Donc, comment on fait pour avoir ce seul mot à noter? Et voilà, il y a une question un peu complexe sur ce problème de j'ai autant de mots et pourtant j'ai des unités lexicales qui sont au-delà du mot. Si vous pouvez, on peut dire les mots. Ah voilà, le mot est avec la balise. Merci Bénédicte. Le mot est segmenté effectivement, donc il y a des balises qui sont propres à TXM. Le W, ça correspond au mot du lexique, donc c'est pareil avant. Si j'en ai pas parlé parce que la segmentation, je laisse faire par TXM et par Tritagger. Donc TXM se charge de ma segmentation au mot. Et effectivement, si vous n'êtes pas content de cette segmentation, en fait finalement c'est pareil. Si vous voulez retravailler le XML qui est à l'intérieur et mettre effectivement quand même sur un seul mot, vous le remettez même après l'import et vous pouvez réimporter votre corpus comme j'ai fait, comme je vous expliquais un peu sur l'idée d'une propriété de structure qu'on aurait envie de modifier. Donc, c'est un petit peu la même idée à partir de là. Et moi, sinon, on peut aussi avoir l'idée de peut-être qu'on peut annoter quand même en séquence et annoter comment est-ce que ça pourrait être fait, ça, effectivement. En séquence de mots. Ouais, non, je sais pas trop. Je pense qu'effectivement, c'est la meilleure façon ici de retravailler sur la segmentation proposée par Tritagger si vous l'avez fait automatiquement via Tritagger et de dire que quand même c'est un seul et unique mot.
effectivement, jouer sur la segmentation, c'est pas, je dirais que c'est facile à noter. La segmentation, elle est un peu plus difficile peut-être à manipuler, mais où là, il faut vraiment aller dans le XML. Mais bon, effectivement, tout est jouable vu qu'on est dans du XML, on peut vraiment faire ce qu'on veut, quoi. C'est ça qui est super intéressant dans ce logiciel. Est-ce que le contenu de la console est ou peut-être automatiquement sauvé quand on quitte TXM? Il me semble que oui. Je crois que vous avez quelque chose d'enregistrement. Vous avez quelque chose pour la vider. Vous avez quelque chose, je crois, pour l'extraire, non? Ou je me trompe? Dans tous les cas, on peut faire un CTRL-A, tout sélectionner. Oui, sinon on peut faire un Je n'ai pas souvenir de voir un enregistré, mais on va se faire rattraper par Bénédicte et Mathieu, certainement. C'est ça. Aussi, Donc, vous êtes là pour savoir moi. Les requêtes, on peut vous pouvez afficher les requêtes, ça, vous pouvez les sauver. Et effectivement, on peut faire un contrôle A et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de la console. Parce qu'effectivement, quand vous allez fermer TXM, vous allez plus avoir tous vos petits onglets et vous allez plus avoir effectivement ce que vous avez fait dans la console. Donc, c'est vrai que vous pouvez vaut mieux le récupérer, mais je crois il y a un endroit où on peut aussi les récupérer. Ils vont le dire. L'idée, c'était juste, pardon, je prends la parole juste une seconde, c'était pour que ce soit fait automatiquement, parce que c'est typiquement le truc, on clique fermer, et dans les 3 secondes, on dit « Ah, j'ai oublié de sauvegarder la console ». Donc, c'était juste que ce soit fait automatiquement. C'était vraiment, enfin, j'insiste un peu sur le mot « automatiquement » parce que le CTRL-A, CTRL-C, bon, c'est… Oui, oui, tout le monde. OK. Du coup, il y a un journal activable depuis les préférences de TXM avancé, enregistré. Voilà. Super, ouais, parfait. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est pour ça que c'est pareil. Je trouve que cet outil est vraiment intéressant parce que vous voyez, ils sont au taquet. Et Mathieu, et Bénédicte et Serge aussi. Et dès que vous avez une question où vous vous dites non, ça ne doit pas être possible ou quand même, j'aimerais bien faire ça. Eh ben, vous envoyez un message à la liste de diffusion et honnêtement, dans la journée, vous avez une réponse et le plus souvent, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, c'est faisable en fait. Moi, au tout départ, quand j'ai commencé, où justement, je me suis dit, non, mais l'écoute du son, j'y arrive qu'avec un import TRS, c'est un peu énervant parce que je sature de cet import et j'aimerais bien m'en décrocher. Et en posant la question et avec tous les développements qui sont faits derrière, en fait c'est possible. J'ai pas redit, mais c'est parce que tout ça c'est possible parce que aussi l'import TRS qu'ils avaient créé. Donc l'idée effectivement que ce soit écoutable, cet affichage un peu spécial des transcriptions. C'est parce que après, à l'import des transcriptions, ça convertit en un format TEI. Et c'est pour ça, c'est comme ils ont déjà pensé à cet import en TEI derrière cet import transcriber, c'est pour ça qu'on peut essayer de copier cet import TEI qu'ils ont déjà pensé pour pouvoir faire il est caché dans les préférences. Pour pouvoir faire cet import TEI avec justement jouer un peu là-dessus, quoi. Il faut traiter le corpus un peu plus. Super, merci. Oui, c'est sûr que si on n'est pas content de la segmentation de TreeTagger au niveau effectivement du mot et des étiquettes, des étiquettes mises, les étiquettes elles sont modifiables puisque maintenant qu'il y a ce module d'annotation, vous pouvez modifier les étiquettes aussi de TreeTagger si elles ne vous conviennent pas. Et la segmentation, on l'a vu un petit peu plus haut, il faut travailler peut-être un petit peu en amont sur la segmentation au niveau du mot, effectivement. Voilà, avec un autre logiciel, une autre segmentation, et après…
Je vais réimporter. Donc vraiment, et pas avec le TI. Moi, je pense que c'est aussi jouable à faire avec un XML encore TI0 parce que c'est très bien. Ah, n'est pas enregistré pour des personnes. Ok. Donc au niveau pour voilà, si on n'est pas content de la segmentation de TreeTagger, on peut effectivement le faire par un autre logiciel. Et comme on dit, ça va certainement être fait au format XML. Donc c'est pareil, après le format XML, on le met pour faire en sorte que ce soit importable dans TXM. Et effectivement, TXM, pour lui, la segmentation, c'est la balise W pour dire que c'est le mot. Et donc voilà, il suffit de lui dire déjà que c'est ça et que ça a déjà été fait. Et d'ajouter les propriétés qu'on veut à chaque mot. Et voilà, et ces propriétés-là, en plus, vous pouvez aussi les changer une fois que vous avez importé si vous vous êtes trompé. Par exemple, moi, toutes les annotations, effectivement, je ne les ai pas toutes faites dans Elan parce que ça devenait vraiment trop compliqué. Donc c'est vraiment l'idée que j'ai commencé à faire quelque chose sous Elan. Je l'ai vraiment concaténé pour que ça ressemble à quelque chose exploitable par TXM. Et après, dans TXM, le fait de pouvoir gérer cette annotation est vraiment très intéressante, quoi. Oui, c'est exactement ce qui ressort de tes propos et c'est ce que souligne Bénédicte. C'est-à-dire que si on n'aime pas TXM ou si on connaît mieux que TXM, c'est tout à fait modulable. TXM TreeTagger, pardon. TreeTagger est là associé à TXM pour aider l'utilisateur lambda qui ne connaît rien à la partition en syntaxique, en adjectif, verbe. Donc voilà, il est proposé à appliquer sur un corpus brut, mais si on ne veut pas l'utiliser, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut en effet importer un corpus en XML avec des W sur chaque mot et avec des propriétés à ce mot, donc W comme word, hein, pour chaque mot, on peut avoir des propriétés différentes qui ne soient pas celles de TreeTagger. Celle par défaut, FRPOS, FRLMA, vous pouvez mettre celle que vous voulez pour chaque mot et chaque segmentation. Mais oui, je sais pas. Il y a pas mal sur TreeTagger, on entend pas mal de choses comme quoi il est peut-être maintenant un peu has-been par rapport à d'autres, mais bon, je trouve qu'il fait c'est l'idée vraiment TXM aussi, c'est l'idée de faire d'annoter d'annoter ou faire ce que vous voulez au final sur des données très volumineuses. Donc au final, TreeTagger, il va certainement se tromper dans peut-être, je sais plus, je crois qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus pour voir combien il se trompait, mais proportionnellement, les erreurs, elles vont peut-être pas se remarquer dans un corpus où vous avez énormément de données, quoi. Et ça va tellement vous aider déjà au départ de voir, de pouvoir voir tout ça automatiquement et rapidement que c'est un grand plus, quoi, on va dire, d'avoir intégré cet outil à l'intérieur de TXM. Est-ce que j'ai raté des questions Mais non, je crois pas. Il me semble que tu as répondu à l'ensemble des questions. Encore une fois, pour que ce soit pour des commentaires. Mathieu, il a rajouté des choses aussi au tout début, je n'avais pas vu. Effectivement, pour les médias, on peut aussi mettre sur j'ai dit disque dur externe et donc il y a aussi serveur à distance. Je ne savais pas que ça avait été déjà implémenté, je pensais que c'était pour la suite. Mais les fichiers médias qui sont un peu lourds, on peut mettre sur des serveurs distants, super. Et ensuite, je redescends. Il y a quelqu'un qui se demande pourquoi tu utilises Python. Pourquoi tu as parlé de Python en début de présentation? Pourquoi j'ai parlé de Python? Parce que non, vous n'avez rien loupé. J'ai dit 2 lignes là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup transformé mon XML avant l'import. Et cette transformation, je l'ai fait via un script que j'ai fait en Python. Et vraiment, c'est des scripts vraiment très, très simples. Et c'est très facile à utiliser Python pour se dire je vais peut-être tenter parce que j'ai pas grand-chose à modifier dans mon XML et je vais essayer d'utiliser ce langage de programmation pour justement faire cette transformation de mon XML que j'ai d'abord et celui que je veux importer dans
Ouais, voilà, plutôt que XSL Saxon, j'utilise plus trop ça. Je trouvais que c'était super compliqué pour pas grand-chose. Et du coup, Python, c'est vraiment très simple. Mais après, chacun son. En fait, c'était juste des conseils. Moi, je trouve que Python, c'est assez facile et assez rapide de l'utiliser. Et aussi dans l'idée que, bah voilà, XSL, Saxon, tout ça, c'était aussi dans l'idée de, donc, comme je vous ai expliqué à un moment donné avec Christophe Paris, qui a développé avec TEI Corpo. Donc, ce départ où on part des transcriptions TRS et on va vers un import XML où on peut écouter le son, etc., avec les métadonnées locuteurs. C'est aussi cette idée que on peut aussi utiliser Python pour refaire cette chaîne de traitement de ma transcription, utiliser TEI Corpo et créer notre import pour TXM. Et c'est vrai qu'après, tu as parlé un peu des scripts Groovy intégrés dans TXM. Alors moi, personnellement, je développe pas en Groovy, mais il est possible de développer, de mettre des scripts, donc c'est du Python, du Java qu'on met dedans. Mais c'est juste pour dire que voilà, en effet, en général, on utilise tous plus ou moins des scripts extérieurs aux outils et pas dans l'outil. Mais là, dans l'outil, dans TXM, pour ceux qui ne veulent pas programmer, tu peux aussi passer d'un CSV à du XML grâce à ces scripts. C'est simplement que j'insiste sur cette couche script Groovy qui existe. Et c'est de la programmation qui est en interne à TXM et qui permet de passer d'un format à un autre. Et ça existe. Et effectivement, je crois que dans TXM, on peut effectivement faire passer aussi cette transformation XSL à un import ou choses comme ça. Pareil que du coup, les feuilles de style qu'on peut mettre à l'import, on peut mettre pas mal de choses effectivement à l'import de TXM. Mais c'est vrai que je les utilise pas toujours. Il y a tellement de trucs dans cet outil que moi je me suis plus cantonnée à ce que je connais et à ce que je fais et pourquoi comment je les utilise. Et après voilà. Et effectivement, dès que vous avez des choses à exprimer, il faut vraiment pas hésiter à envoyer des messages sur la liste. La liste que je vous ai mis au tout début parce que c'est comme ça que ça avance et que voilà, on peut faire plein de choses, de plus en plus de choses. Et oui, XSL Saxon, et c'est vrai que moi je n'utilise plus trop cela. Le nom de la liste de diffusion, je ne la connais pas par cœur, elle est au tout début de mon diapo, je vous la remets si vous voulez. Là. TXM-user @groupe.reanater.fr. Voilà, merci. et voilà. Et vous n'êtes pas obligé de vous inscrire si vous n'avez pas envie de vous inscrire, mais en tout cas, parce que quand on fait répondre, on répond et sur la liste et à la personne souvent. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire si vous n'avez pas envie de recevoir à chaque fois les messages de la liste. Mais en tout cas, vous avez une réponse voilà, dans la journée. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des problèmes, effectivement, au niveau de vos transformations, XML ou choses comme ça, faut pas hésiter non plus à, pareil, à demander sur la liste. Et puis, dès que des personnes qui peuvent faire ça ont un peu de temps, c'est possible aussi qu'elles vous aident dans ces transformations-là, si vous avez des besoins et que vous n'avez pas forcément d'ingénieur à portée de main pour vous faire ces transformations, choses comme ça. C'est pour ça qu'au début, je vous parlais que c'est peut-être quand même un langage à connaître et pareil, peut-être un langage de programmation Python à connaître parce que peut-être qu'à un moment donné, si vous avez envie de faire tout seul quelques scripts, etc., ça peut être intéressant. Il y a aussi des plateformes pour coder en ligne, pour partager aussi ces scripts. Donc, ça peut être aussi ça, l'idée d'essayer de mettre des petits scripts un peu partout si on a envie de faire ces transformations. Je pourrais vous redonner... un gros travail. Oui, la notation, c'est un peu... nouveau dans TXM, mais c'est vrai que ça a été, c'est vraiment un gros plus en tout cas pour nous. C'est pour ça que j'ai parlé de ça aujourd'hui. Et vraiment, ça nous permet de faire énormément de choses et d'enrichir énormément notre corpus.
j'en ai pas trop parlé, mais je peux vous reparler un peu des requêtes, de comment on fait une requête si vous avez envie de un peu plus. Je sais pas. En tout cas, il faut juste vous dire que vous avez vous avez annoté vos mots, vous avez annoté vos séquences de mots avec plein de choses différentes. Il faut juste se dire que chaque mot a du coup toutes les contraintes que vous leur avez données, soit les contraintes plus larges de séquences de mots, soit les contraintes juste propriétés de mots. Il faut vous dire que vous pouvez lui demander à TXM tout ce que vous voulez en cumulant tout. Vous voulez que ce soit par exemple là, j'en ai pas parlé, mais par exemple, moi, mes textes, ils sont répertoriés par exemple en repas. Ceux que j'ai utilisés, ce sont des repas, ce sont des documents école ou ce sont des documents d'une journée. Peut-être que moi, je voudrais seulement, par exemple, regarder là où il y a les mots qui sont dans mon corpus école sans besoin de faire de sous-corpus, par exemple. Donc, ceux qui sont dans mon école, qui sont dites par des élèves, par exemple, et je voudrais en plus que ce soit je sais pas, justement, qu'ils soient dans mes interventions injonctives et qu'en plus, il y ait la propriété par exemple, qui s'adresse à plus que d'une personne quand il fait son injonctive, par exemple. Et tout ça, on peut le requêter en une seule ligne et assez facilement en combinant toutes ces structures qu'on vient de parler, en fait. Et c'est là-dessus que c'est vraiment très puissant et je sais pas, c'est assez puissant comme langage de requête et c'est assez c'est vraiment cool. Juste peut-être préciser que ce n'est pas un requêtage propre à TXM, que c'est le requêtage SQL et que ce requêtage, par exemple, est le même dans Frontext pour ceux qui connaissent. Donc, ce n'est pas un langage propre à TXM et que connaître ce requêtage peut être utile ailleurs. Exact. Et puis, il y a pareil, j'ai pas mis le lien parce que, mais il y a des tutos aussi. Il y a des tutos pour savoir comment requêter. Et on peut requêter sur énormément de choses. Effectivement, c'est le langage SQL. Et qui est pas si compliqué que ça à connaître. Et juste se dire qu'un crochet c'est un mot et puis voilà. Pardon, mais alors, le langage SQL, c'est quoi? Je sais plus ce que veut dire les acronymes. Corpus Query Language, un truc comme ça. C'est de l'interrogation sur corpus. Ouais, c'est ça. Merci Bénédicte. Qu'est-ce que vous en faites des choses en linguistique, dis donc? Pourquoi tu découvres ça aujourd'hui? Le CQL? Non. L'intérêt par rapport à un éditeur XML puissant comme c'est jeune, c'est intéressant entre l'auteur et oui, l'intérêt, c'est pas. Par rapport à un XML. L'intérêt de TXM par rapport à un éditeur XML, oui, c'est vrai que je l'utilise un peu en faisant mes requêtes par rapport à la structuration de XML, mais c'est quand même un logiciel de statistiques textuelles, donc ça permet quand même de vous. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à partir de ce logiciel et le fait de pouvoir faire des annotations. Et effectivement, c'est aussi l'idée que on a cette visualisation et cette ergonomie au niveau du logiciel qui est quand même très intéressante et très pour manipuler, c'est vraiment un bonheur en tout cas pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de manipuler justement des données en XML. C'est vraiment très 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 facile et très très ergonomique de travailler sur cette interface, quoi. Et on a les résultats super rapidement, c'est super rapide. Vous voyez, je ne sais pas combien j'ai de corpus là qui sont intégrés dans TXM, mais j'en ai énormément. C'est très rapide. Vous pouvez mettre des corpus de plus de millions de mots. Là, j'en avais que des petits, mais j'en ai un autre avec plus de je sais plus 4 millions de mots, et c'est aussi super rapide. Et c'est cette idée-là aussi que tout le monde n'est pas informaticien, tout le monde n'a pas envie de devenir informaticien non plus. Donc, on a toutes ces données-là, et puis l'idée, c'est de pouvoir enrichir nos données sans avoir non plus à trop se creuser la tête pour regarder ce qu'il y a dans nos données, quoi. Et TXM, c'est vrai qu'il est assez plaisant à utiliser
à ce niveau-là. Et effectivement, même si on fait une très grosse structuration avant, bah, vous pouvez aussi très bien importer votre texte directement dans TXM sans avoir toute cette structuration. La structuration que j'ai expliquée, c'est vraiment parce que justement, vous aimez bien manipuler vos données, parce que peut-être que vous avez déjà fait des choses avant d'utiliser TXM et que vous avez envie de les répercuter dans l'outil. Mais vous pouvez très bien faire sur quelque chose de beaucoup plus simple, et c'est aussi très appréciable de l'utiliser de cette façon sans avoir à structurer non plus. Mais c'était le but de ma présentation, donc je vous ai montré comment structurer. Voilà. Et analyser, effectivement, j'ai parlé beaucoup de la notation parce que c'est vraiment ce qui a été un peu, en tout cas en linguistique dans mon laboratoire et avec le collègue avec lequel je travaille, ça a été vraiment quelque chose qu'on a beaucoup apprécié, et avec l'écoute de la donnée sonore surtout aussi. Et voilà, c'est une grande avancée pour nous, et on gagne aussi un temps fou en fait à traiter les données de cette façon. Et même à annoter, au final, on gagne un temps fou à annoter nos données par rapport à ça. Donc, que l'on soit linguiste ou même autre chose, j'imagine qu'on a quand même besoin de se retrouver dans nos données. Et je ne sais pas, ça permet aussi de se retrouver dans nos données. On n'est pas obligé de faire de la linguistique, effectivement, pour utiliser TXM. Ça permet beaucoup de choses. Donc, faut quand même aimer les mots, mais c'est tout. Voilà, je ne sais pas si vous voulez... En tout cas, vous avez vu que l'équipe était très réactive. Ils se sont même connectés. Je leur remercie d'être venus aussi à mon tutoriel. Donc, voilà, Mathieu Descartes et Bénédicte Vincent font partie de l'équipe de TXM et sont toujours là pour aider. Et voilà, on peut faire aussi un big up à l'équipe de TXM et un big up à l'équipe de Tutomaté. Merci aussi à vous pour tous ces tutos, en tout cas, qui sont... Voilà. En tout cas, surtout merci à toi, Flora, d'avoir pris le temps de préparer cette intervention et de l'avoir faite avec une très grande clarté. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat ou... Là, les gens sont déjà en train de te remercier. C'est vrai que... je me suis auto-coupée. Non. Je me suis dit qu'il faisait un peu chaud, que peut-être que vous avez envie de faire autre chose. Mais non, mais en plus, l'exercice est quand même assez difficile. Hein, t'as animé une émission de radio, et puis en fait, voilà, tu vois que maintenant, tous les participants au tuto vont te remercier dans le chat. Donc, on va se faire un peu leur voix pour te remercier 1000 fois pour ton intervention. Je ne sais pas si Frédéric, qui est quand même plus dans le domaine que moi de la linguistique, voulait ajouter autre chose, mais... arrêtez de dire que TXM est fait pour des linguistes. Oui, c'est pas du tout fait que pour des linguistes. Non, j'ai rien à ajouter. C'est vraiment te remercier, Flora, parce que c'était très clair. Et c'est vrai que c'est un volet que je ne connaissais pas, cette manière d'annoter dans TXM. Moi, j'utilise plutôt URSS ou ce genre de choses. Donc, en tout cas, c'était très clair et ça m'a appris des choses aussi. L'écoute du son dans TXM, pareil, je ne connaissais pas. Donc, merci beaucoup. C'était super clair et ça se voit dans la discussion. Là, on voit plein de merci. Ça fait plaisir. Et donc, vraiment, merci à toi. Merci, ça fait plaisir merci aussi. Beaucoup. De discussion, on peut interroger dans un portail des annotations qui ont été faites dans TXM. D'accord. Un petit message de Mathieu encore qui est... Merci aussi à tous les participants d'avoir été là aussi et d'avoir posé les questions, hein, parce que c'est vrai que les tutos amatés sans participants, c'est pas vraiment des tutos amatés. On aime bien aussi le côté d'être ensemble, même si on est à distance, de parler, d'échanger, de faire part de nos savoir-faire ou de nos difficultés sur un logiciel, une technologie, une méthode. Hein, donc merci à vous. Pour l'équipe, pour le prochain tuto, il y en a encore un fin juin, ce sera le 29 juin, ce sera dédié aux régressions logistiques et plutôt le côté obscur des régressions logistiques, hein, tous les pièges à éviter quand on fait ces fameux modèles
on essaye de tout contrôler. Et des fois, est-ce qu'on contrôle vraiment tout? Qu'est-ce qu'on peut en dire ou pas? Donc ça sera le 29 juin avec Jérôme Dovio, qui est sociologue au CMH, qui nous parlera de sa réflexion et de son usage des régressions logistiques. Eh ben, merci à tout le monde et puis du coup, à bientôt.